Au niveau des équipes, la principale, on va dire, difficulté, c'était un petit peu le côté nouveau que recouvraient ces concepts. On a poursuivi dans cette voie et pourtant ces architectures elles répondaient à un certain nombre de besoins et d'autres théories sont apparues pour répondre à d'autres problèmes. Parmi ces concepts, nous on a vu la clean architecture qui gagnait en popularité. En parallèle notamment de l'adoption de l'architecture hexagonale sur plus en plus de nos projets internes. Et peut-être vous aussi, vous avez suivi ou participé à des débats d'experts qui opposent l'architecture hexagonale, la clean architecture, tous ces concepts, on a eu pas mal d'échanges là-dessus sur savoir si on avait la bonne implémentation de telle ou telle architecture. Tout cela, on y a assisté, on y a participé, beaucoup, nous trois, occupant alternativement le bon rôle, le mauvais rôle, selon les points de vue évidemment. Et pour ça, aujourd'hui, on va tenter de vous expliciter précisément ce qui se cache derrière en fait, ces schémas d'architecture, et en les illustrant avec des implémentations vraiment by the book. Ça va être très important pour la suite. Et on va aussi chercher à identifier quelques voies de simplification pour les rendre un peu plus accessibles et un petit peu plus efficaces. Alors pour vous emmener un peu dans ce speedrun de 2 heures, je suis accompagné de Thomas Blaiseau, tech lead chez OnePoint. Son côté développeur universel ont d'abord mené à Java puis JavaScript jusqu'à aujourd'hui faire de l'architecture et du DevOps. Donc un peu plus de 12 ans d'expérience chez OnePoint. Avec moi, Yann Schepens, tech lead aussi chez OnePoint, plutôt PHP à la base, qui a migré petit à petit, dérivé vers le DevOps. Et via son amour de la conception à l'architecture et pas mal d'industrialisation. Et enfin, jamais très loin de moi, toujours à l'origine des grandes bêtises, aventures, comme celle-ci, Nicolas Giraud, pareil, tech lead chez OnePoint, qui a suivi un parcours plutôt Java, puis DevOps, avant de revenir plutôt sur de l'accompagnement d'équipe en phase de réal. Avant tout, quelques points à clarifier. Nous, tous les trois, quand on fait du dev, c'est essentiellement du dev d'API REST. Donc on est côté back-end web. Donc toutes les observations qu'on fait de la clean architecture, elles sont applicables dans ce contexte-là. Il y a plein, on verra à un moment, il y a plein d'autres contextes dans le développement de software où la clean architecture se présente, enfin, où son usage sera très différent. Il y a beaucoup de concepts à maîtriser dans la clean architecture by the book. On va en expliciter beaucoup, mais dans tous les cas, ce sera complexe et vous aurez peut-être mal à la tête en sortant, surtout vu la chaleur. Pour ceux qui confondraient, on parle de clean architecture et pas de clean code. La conférence clean code est dans une autre salle juste à côté. N'hésitez pas si vous êtes trompé. Et enfin, ce qu'on vous présente là, c'est notre compréhension et nos choix. On sera ravis de discuter avec vous de votre avis après. Alors maintenant qu'on a fait connaissance, on va pouvoir plonger un peu dans ces architectures et en commençant par quelques définitions. Alors même si l'idée globale, ça va être de confronter la théorie à la pratique, on va surtout tenter de vous expliquer comment trouver un équilibre entre l'état de l'art et une forme d'élégance, enfin du moins c'est ce qu'on espère. Donc vous aurez ces petits pictogrammes qui essayeront de vous guider pour savoir si c'est plutôt de la théorie, du cas d'usage, des problèmes ou une voie de solution. Alors, notre cas d'usage, notre exemple un peu de fond, ce ne sera pas forcément celui des slides, mais à côté, on a essayé de s'appuyer sur une application. C'est un gestionnaire de call for paper, donc pour ceux qui n'ont jamais été speaker, c'est le site sur lequel, pour postuler au Basecamp, vous postez votre conférence, votre sujet de conférence. On l'a implémenté dans un premier temps en MVC pour voir d'où on vient. Et puis, on va voir ça directement sur l'IDE. Si, il va bien, voilà. Donc, en termes de modèle, très rapidement, on a des notions de conférence, de track, de slot, etc. Ça, c'est plutôt la partie gestion de l'événement. On va voir la partie CFP, Call for Paper, sur lesquelles on va pouvoir, en tant que speaker, soumettre des drafts de conférences, etc. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'implémentation
en modèle 3 tiers. Donc, le modèle 3 tiers, c'est le modèle classique quand on fait du Java, qu'on a fait depuis des années, le modèle en couche. On va trouver, si on part du point de vue de l'utilisateur, on va d'abord rencontrer la couche contrôleur, qui contient tout le mapping REST, etc. Juste en dessous, la couche service, dans laquelle on va trouver toute la logique métier, et qui elle-même fait appel à la couche repository, qui va très souvent, dans cette architecture, être implémentée directement en utilisant les capacités du framework. À côté de ça, on trouve notre modèle. Là aussi, à noter, on va pouvoir voir que le modèle, il cristallise justement cette problématique, puisqu'en fait, il est annoté avec des 3 concerns différents. Le premier, ça va être la partie repository, comment on stocke l'information, mais il va contenir aussi des informations sur comment on doit la rendre au niveau du client. Donc là, on voit, ça cristallise le fait qu'on a mélangé 3 couches en un. En termes UML, on a à peu près ça. On voit bien une descendance des dépendances. Le contrôleur dépend du service, qui lui-même dépend du repository. Et ce sens de dépendance fait qu'en fait, on dépend de notre modèle d'implémentation de la base de données. Et c'est ça qu'on va chercher à casser avec les autres architectures qu'on va vous présenter. C'est parti. Maintenant qu'on a fait connaissance avec le sujet, on va commencer par peut-être quelques définitions. Le but, ça va être de vous montrer, vous expliquer comment nous, on pense trouver un équilibre entre état de l'art et efficacité, élégance. On ne s'étouffe pas, tout va bien. On a déjà perdu 1 et on n'a pas commencé la théorie. Bonne chance. Alors, quand on parle de Clean Architecture, vous avez peut-être déjà rencontré ce livre Clean Architecture, écrit par Robert Martin, alias Oncle Bob. Donc ça, cette idée de Clean Architecture, avant ce livre, est partie d'un article sur le blog Clean Coder depuis donc 2012. Le livre est plus vieux, plus récent, puisqu'il a été publié en 2017. Nos sources principales, alors attention, pour le coup, nous, ce livre-là, individuellement, on ne l'a pas lu. Alors on en a lu des parties, on en a lu des résumés, mais on ne l'a pas lu au sens romanciel du terme. Mais par contre, nos inspirations, c'est plutôt autour du blog de Clean Code, donc avec la Clean Architecture, la Screaming Architecture, et un dernier lien sur comment implémenter une Clean Architecture. En plus de ces sources, on va dire, littéraires, on a également nos expériences, nos applications sur lesquelles on a pu se baser et un certain nombre de présentations qu'on vous déroulera par la suite. Et surtout, ce qui a pu inspirer ce talk, c'est beaucoup de curiosité et l'envie d'expérimenter et surtout beaucoup de questions qui ont pu nous être posées ou qu'on a pu se poser nous-mêmes. Alors, attention, on l'a déjà un petit peu dit, mais dans notre job, nous, on a un prisme. C'est que globalement, on va travailler sur des applis web. Donc, tous nos jugements, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, toutes nos interprétations et tous les choix qu'on va faire, peut-être que vous ne feriez pas les mêmes. Donc, attention à ça. On sait qu'on est biaisé. Donc, voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des choses à dire. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la Clean Archi, elle s'adresse à l'ensemble du développement. Donc, c'est un peu ce que Thomas a dit tout à l'heure. Voilà, il faut faire attention à nos prismes, alors nous les nôtres, mais évidemment les vôtres. Donc ça veut dire que nous, on est plutôt sur du client-serveur, du mode synchrone, et on fait beaucoup d'HTTP avec de l'échange JSON. On a 2 aspects à bien différencier, la théorie pure, qu'on va essayer de vous expliquer par beaucoup de schémas, et derrière la mise en pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut venir appliquer ça dans du code. Alors nous, nos exemples vont être en Java, vous l'avez vu. Mais après, c'est parce que ce sont les exemples que l'on connaît. Qui connaît ce schéma? À main levée. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est le schéma le plus connu de la Clean Archi, c'était celui qui était sur le blog. On va le reprendre en détail. Avant, il faut comprendre quelques patterns d'architecture importants pour savoir comment fonctionne la Clean Archi. On va parler principalement de théorie, mais pour des questions pratiques et de compréhension, on va reprendre des exemples qui ne sont pas ceux-là de la démo, mais qu'on va prendre dessus là-dessus. Pareil, on va utiliser la notion de package.
La notion de package qu'on va utiliser, c'est la notion UML, ce n'est pas la notion Java. Donc c'est pour faire des rassemblements d'éléments, pas forcément d'un point de vue technique. Ce n'est pas une proposition d'implémentation. Ceci dit, on y va. Pareil, à main levée, qui connaît ou pense connaître les patterns sous-jacents à la CleanArchi? On en a 1, 2, 3. Les mains se lèvent petit à petit. 5, 6, c'est pas mal. En réalité, selon Blog, ils sont au nombre de 4. Ce sont les bases principales du développement et de la création de cette architecture-là. C'est un peu la base en fait de la CleanArchi. Globalement, on va avoir l'architecture hexagonale et ou l'architecture en oignon, la screaming architecture, celle-ci elle est fun, Thomas adore. On va avoir le pattern BCI, le paradigme DCI, sur lequel on va rentrer plus précisément, et pour terminer, le pattern BCE. On va les reprendre dans l'ordre. Et on va commencer par l'hexagonal. Alors là, en l'occurrence, plutôt l'oignon. Ces deux architectures, elles sont relativement liées par un élément qui est d'avoir le métier au centre et que les interactions ne peuvent, et les dépendances ne peuvent aller que vers l'intérieur, donc là, ici, de l'oignon. Si on prend une vision un peu plus orientée clean architecture, architecture hexagonale, vous connaissez peut-être aussi ce schéma. Parmi vous, je pense que celui-là aussi est bien connu, beaucoup plus que le CleanArchi pour le coup. Et du coup, dans nos habitudes de travail, on va peut-être utiliser plus facilement ce pattern, peut-être parce qu'il est moins exigeant. On retrouve un ouvrage aussi sur ce livre-là qui est pensé et présenté. Alors le livre est beaucoup plus récent que ça, mais le concept est pensé et exposé en 2005 par Alistair Cockburn. Et il a pour but de résoudre les problèmes principaux du MVC, ceux que Thomas vous montrait avec l'interaction et l'imbrication des différentes responsabilités dans une même classe. Et c'est une suite relativement logique à ceux qui connaîtraient les pratiques solides, puisque ça va un peu au-delà de ces pratiques-là. Donc ces architectures, ça doit permettre à une application d'être pilotée aussi bien par des utilisateurs que par des programmes, des tests ou n'importe quoi d'autre, et d'être développée et testée en isolant donc le métier des éventuels systèmes d'exécution, quels qu'ils soient. Et donc pour mettre en œuvre ce principe, on va modéliser l'architecture un peu de la façon suivante. Alors, on ne vous l'a pas encore dit, mais les diagrammes UML, ce n'est que le premier. Globalement, là, si on prend cette illustration-là, on va retrouver dans notre exemple donc la séparation avec nos deux éléments, donc user-side et server-side, donc ce sont les deux petits briques en haut et à droite, qui vont permettre d'isoler les aspects techniques des aspects métiers. L'exemple qu'on va prendre pour la suite, c'est celui de la copie d'un fichier. Donc on va pouvoir copier un fichier, copier un produit, soit via une command line, soit via une requête HTTP. Et donc si on applique ça sur le modèle hexagonal que je vous montrais juste au-dessus, on va se retrouver ici sur nos aspects business avec notre produit qui est une classe, ce qu'on a appelé le data copier, qui est donc une interface qui va permettre de venir appeler le business pour lancer cette copie de produit. Donc c'est bien le product data copier qui sert de port pour l'usage du business, et c'est le product repository en bas à droite qui va servir de port pour le stockage. Très bien, notre métier est prêt, en admettant qu'on ait un métier important. On va commencer par brancher la partie server-side. Côté server-side, ou autrement appelé SPI, on va pouvoir utiliser directement une implémentation du repo. Même si c'est drivé par un ORM, ça se fait très bien. Et du coup, ça c'est vraiment l'implémentation. Si on branche ça avec le business, ça donne quelque chose comme ça. Le branchement, il est relativement simple ici. En gros, notre classe, elle implémente l'interface du repository. Ça se passe très bien. Et au pire, si c'est pas si simple, on peut poser un adapteur entre les deux, une façade ou une autre. Ça donnerait quelque chose comme ça. Ça fait un peu de boilerplate, mais généralement ça se passe bien, ça fait un peu de copie de fonction. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver assez souvent, parce qu'on va avoir les classes qui font les attaques directes à la base de données, et on va avoir peut-être une classe d'adaptation qui va se permettre de brancher sur le cœur de l'hexagone.
On en reparlera un peu plus tard dans la partie code défensif, mais Nico vous en dira plus tout à l'heure. Ok, du coup, côté SPI et server-side, c'est bon. Côté user-side. Côté user-side, qu'on peut appeler aussi l'API, alors pas au sens REST cette fois, mais bien au sens du business, on a donc deux points d'entrée possibles, soit une requête HTTP, soit une command line. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir deux contrôleurs, un pour la command line et un pour la requête HTTP. Et donc quand on va se retrouver à brancher ça à l'ensemble de notre business, nos deux contrôleurs vont pouvoir appeler notre interface. Donc voilà globalement à quoi ça ressemblerait d'un point de vue conceptuel. On a bien nos couches d'API qui viennent attaquer l'interface du business et le SPI qui implémente cette partie-là pour la gestion du stockage. Et voilà globalement, d'un point de vue théorique, ce que ça donne. Cette architecture, on l'appelle aussi architecture Power Adapter. C'est globalement le principe de base des communications entre les couches. C'est un pattern qui est plutôt simple et en plus il a un sens qui est métaphoriquement plutôt important et plutôt intéressant parce que la partie business va proposer des ports. Globalement ici ce sont nos interfaces que les autres couches peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser. Ils peuvent se brancher dessus en réalité avec des adapteurs. Donc des classes qui vont utiliser les ports côté user-side, côté API, et des classes qui vont implémenter les ports côté server-side, côté API. Côté user-side, c'est vrai que c'est un peu moins naturel, cette espèce de métaphore, mais les ports, ils servent d'interface de communication en fait, avec le business. On utilise directement les ports, voilà. C'est aussi pour ça qu'on les appelle les primary drivers. D'un point de vue global, non, c'est pas du tout ça. Côté server-side, là on a vraiment cette notion d'implémentation franche, quelque chose d'assez logique. Le port est une interface et on l'implémente avec tout notre outillage technique pour accéder au reste. On les appelle aussi les secondary drivers. Un exemple assez classique ici, c'est le pattern repository comme on en a parlé avant. Notre domaine, il a notre interface, il définit ce qu'il a besoin de faire. Et côté technique, on vient implémenter pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Globalement, tout ça, c'est ce qui a trait à la communication sortante vers des systèmes externes. Globalement, ça donne quelque chose comme ça. Alors globalement, la logique, elle est là. Et l'exemple, ça représente une bonne partie de ce qu'on fait. Alors désolé pour l'UML, on n'a jamais réussi à lui faire des schémas plus propres que ça. Donc voilà. En gros, d'un côté, on a les user-side avec les adapteurs qui se branchent sur les API ports. Et sur la partie business, on a les SPI ports qui sont implémentés par les adapteurs. Et si on prend un exemple à côté, est-ce que ça va marcher? Oui. Sur une implémentation un peu plus classique, sur la partie API, on va avoir nos contrôleurs qui vont attaquer nos services dans le business et nos object repositories qui vont être implémentés par la partie server-side. Thomas, on passe à la suite, Screaming. Alors, maintenant qu'on a fait un détour dans l'architecture hexagonale, le deuxième principe du coup de la cleanarchy, c'était la screaming architecture. Le principe, c'est dit dans le titre, c'est de nommer les choses de manière évidente pour comprendre de quoi il s'agit et ce qu'elles font. Et on pourrait même rajouter que ça doit être fonctionnel et adapté à la couche d'attraction et que normalement, il ne devrait y avoir aucune trace dans ce nommage des patterns que vous utilisez, puisqu'un pattern, c'est quelque chose de technique, ce n'est pas fonctionnel. Ce principe, screaming, on peut l'appliquer dans au moins deux aspects. Premièrement, le nommage des classes, bêtement. Donc, par exemple, au lieu de parler d'input port, on va parler de presenter. Ça présente l'information. C'est plus parlant qu'un input port. On l'a potentiellement documenté à côté que c'est le pattern input port, ou en tout cas, on va le reconnaître. Un autre endroit dans lequel on peut avoir ce sens fonctionnel, ça va être dans tout ce qui est nommage de package. Donc, par exemple, on ne va pas parler de contrôleur, mais d'une API REST. Parce que même si la REST API, c'est quelque chose de technique, ça reste quand même fonctionnellement ce qu'on offre comme service à notre client. On lui offre une API en REST. On ne lui offre pas un contrôleur. On va parler de product management plutôt que juste de business, qui est un terme trop large. On va parler de stockage plutôt que d'accès à la base de données, ou encore de fournisseur, donc provider de notification, plutôt que juste un service.
on explicite un provider, ça veut dire que ça fournit un service, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, on le sait, hein, nommer en informatique, c'est la chose la plus complexe. Et du coup, la screaming architecture, c'est quelque chose qui peut être compliqué et sur lequel on peut passer pas mal de temps. Mais il y a pire. Qui connaît le paradigme DCI? Ah, ça fait moins le malin. Hein. DCI, en fait, c'est pas vraiment un pattern, c'est plutôt un paradigme. C'est une façon dont on va aborder la conception. En gros, DCI, c'est un acronyme qui veut dire 3 choses. Globalement, on a data, donc la partie domaine modèle. On a la partie contexte, donc c'est plus globalement les use cases, mais on va revenir dessus après. On a la partie interaction, donc le I de DCI, c'est le rôle que vont jouer les objets. Et là, on va avoir quelque chose de très important, c'est qu'en fait, on va avoir en dessous de ça la notion de role oriented programming. Donc vu qu'on a le temps, on va y aller. Ici, on va retrouver un aspect de solide qui est le côté single responsibility. Cet objet n'a qu'une et une seule raison de changer. C'est ça le principe de la single responsibility. Et ici, on va appliquer cette règle dans un contexte. En gros, on va réfléchir le nommage de notre classe ou de notre élément en fonction de son rôle dans une action précise. Parce que, comme je disais, on va avoir des objets qui vont interagir les uns avec les autres. De ma compréhension, c'est plutôt une logique de nommage. On va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin, mais voilà. Ce que ça sous-entend aussi ici, c'est que nos modèles, ils vont redevenir intelligents. On va essayer de sortir un peu de nos habitudes d'utiliser des objets anémiques absolument partout. On va ramener un peu de métier dans nos objets. On va faire de la programmation en objet. On peut le pousser un peu cette logique jusqu'à la notion de ségrégation d'interface de solide. Je vous laisse avec ça. Et le principe de separation of concern. Voyons un petit peu comment on peut appliquer cette approche sur un exemple. Ça, c'est une implémentation assez classique qu'on va avoir avec un repository. Globalement, on a un repo, on a un objet du domaine, un produit, on a le repo qui va avec pour le stockage, on peut créer, modifier, récupérer un produit. On va généralement le nommer de cette façon-là. Product repo, les produits qu'on sauvegarde, qui sont en signature de toutes nos méthodes. On va essayer d'apporter un peu une notion de rôle dans tout ça. Donc là, on va avoir autre chose qui va arriver. On va donner du sens, en fait, à nos différents produits, dans le contexte de la persistance. On va spécifier le rôle du produit dans chacun de ces contextes. C'est pour ça que, quand on va vouloir modifier un produit, il va falloir qu'on ait un objet de type produit modifiable, ou produit à modifier. Pareil, quand on va vouloir récupérer un produit, on va avoir plutôt un product identifier, etc., etc. Ici, c'est plus juste un produit. C'est un produit qui a un rôle dans un contexte particulier. Ici, par contre, comme vous voyez, ce qui est un peu désagréable avec ça, c'est qu'on n'a plus du tout un seul produit, on a 4 classes, qui ressemblent clairement à des DTO. Et là, vraiment, il y a aussi une question sur le get, qu'est-ce qui retourne. Et on peut même aller un peu plus loin en poussant le pattern. On va essayer de rendre ça un peu plus clair. Si on pousse un peu le bouchon un peu loin, on va pouvoir poser des interfaces. Ça veut dire qu'on ne va plus être sur vraiment juste de la définition de rôle, on va être sur du contrat. En gros, notre product repository, il va pouvoir manipuler des objets qui implémentent tel ou tel contrat. Donc on va avoir des produits qui vont devoir être implémentés, par exemple un updatable product pour pouvoir être sauvegardé, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose autour de la notion de rôle et sur comment est-ce qu'on va pouvoir l'implémenter, la mettre en place pour savoir exactement quel élément fait quoi et quel est son rôle dans tel contexte. Bref, on a fini la digression sur role-based. Revenons sur le DCI. Globalement, en français, ça donne quoi? C'est vraiment une théorisation autour du nommage contextuel, modulo les quelques petits artefacts d'implémentation, pour mettre en relation ce que fait un objet dans tel ou tel contexte. On va avoir une transition d'un nommage plutôt orienté modélisation de la donnée vers quelque chose qui est plus orienté sur le côté fonctionnel de l'information et des deux objets qu'on manipule. Et donc DCI comprend 3 concepts. Les data, donc là globalement c'est la partie modèle de données et business rule, très proche du DDD. Ici attention, on parle de modèle, on parle de métier, on ne parle pas de modélisation de données, de stockage en base de données. On parle de modélisation du métier.
Donc on va plutôt se concentrer sur les deux autres éléments, ça je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Sur la partie contexte, alors l'explication théorique du paradigme elle est assez claire. Globalement, un contexte, c'est un ou plusieurs use cases qui contiennent des algorithmes qui vont utiliser des objets avec un certain rôle. C'est pour ça que j'ai passé un peu de temps sur la partie rôle. Et un objet peut donc avoir plusieurs rôles dans un contexte particulier. On va quand même prendre un exemple. Ici, on va reprendre un peu l'exemple dont parlait Nicolas tout à l'heure, où on a un product copier, on a une classe qui va copier les données d'un produit dans un autre. Généralement, on va avoir ça. Dans notre cas, on va surtout jouer au début sur le nommage des variables. Donc là, vous voyez par exemple, dans ma signature, j'ai un source product et un target product. Donc on reste sur du nommage contextuel. Alors ça, c'est assez classique. Malgré tout, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais c'est vrai que ce pattern pose un peu des mots et des concepts sur ces théories-là, sur nos pratiques en tout cas. Mais on peut aller plus loin, un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si on réapplique les mêmes règles qu'on a vues tout à l'heure en posant des interfaces qui sont plutôt basées sur du contrat, on va pouvoir rajouter ça. On passe du nommage simple à un nommage et à un usage contractuel. Par contre, ça va entraîner un souci de dépendance. Ce que ça va donner, parce que malgré tout, notre copier, c'est un service et notre product, il est dans le modèle. Et si on veut respecter les règles de l'Onion, eh ben les flèches là, elles ne sont pas dans le bon sens, parce que le modèle, il va dans le service, alors que c'est censé être l'inverse. Là, ça ne marche plus. Mais ça peut se régler en utilisant un autre pattern, ou quelques autres patterns. On peut régler ça avec ça. En gros, on peut essayer de mettre un objet de type proxy devant, qui lui, du coup, va permettre de remettre les flèches dans le bon sens. Alors du proxy, de l'adapteur, ça vous voyez, en fonction des cas. Ça remet les dépendances dans le bon sens. L'ensemble de la notion de rôle est bien recentralisé dans la partie service. Ça, c'est aussi un aspect qui est intéressant, puisque la partie DCI, elle s'applique vraiment dans l'aspect service. Et donc, dans le contexte, et ça déborde plus sur le modèle. On voit que ça commence à être un peu plus compliqué quand même. Passons au dernier concept de la DCI, la partie interaction. Alors là, clairement, de ma compréhension, c'est vraiment l'approche use case, comme on peut en avoir entendu parler, comme on peut la lire aujourd'hui. On va globalement rester sur du nommage. Pour reprendre un exemple, encore une fois, pour voir les implications que ça a, généralement, on va avoir ça. On va avoir un service, on va avoir un produit copier. Voilà, super, j'ai un truc qui fait on ne sait pas ce qu'il fait en fait. Si on veut essayer d'impliquer cette notion d'interaction, on va plutôt, pour indiquer ce qu'il fait exactement, on va le renommer, on va plutôt l'appeler copy product to another use case. Comme ça, on sait exactement quel est notre cas d'usage et à quoi il sert. On a cette approche interaction. En gros, avec ce nommage-là, on va indiquer les interactions entre les différents objets. Vous voyez, mes signatures ont changé aussi. Et on doit même pouvoir virer les noms de méthodes, on doit être capable de comprendre ce que fait l'use case. Bon, bref, on a fini pour la partie DCI. Pour récapituler, la DCI, c'est un ou plusieurs use cases qui contiennent des algorithmes qui utilisent des objets avec un certain rôle, et un objet peut avoir plusieurs rôles. Normalement, c'est plus clair sur le DCI. Le pattern suivant m'a personnellement déclenché une épiphanie sur la compréhension de la cleanarchy. J'espère que ça fera pareil pour vous. Sinon, ça va être ennuyeux pour la suite. Le BCE. Qui connaît le pattern BCE? Toujours personne? Alors, le BCE, globalement, c'est la structuration des classes selon leur responsabilité, leur rôle dans la réalisation de cas d'utilisation. On est sur le dernier, vous inquiétez pas. Globalement, BCE, c'est aussi un acronyme, ça veut dire Boundary Control Entity. Globalement, les trois types de rôles qu'on va avoir avec le pattern BCE. On va avoir tous les éléments de type entité, qui sont les informations de longue durée. Donc, globalement, c'est le domaine, et c'est souvent des éléments qui sont persistés. On va avoir la partie boundary, frontière. Alors, pour le coup, le nommage est plutôt intéressant, parce qu'en fait, ça va encapsuler la totalité de notre programme par rapport, comment dire, ça va encapsuler l'ensemble des interactions avec les acteurs externes. Humains, machines, systèmes, IA. Il fallait le mettre à un moment. Et le dernier qu'on va avoir, c'est la partie contrôle. Donc la partie contrôle, c'est le traitement pour l'exécution des cas d'utilisation. Vous voyez, on retourne quand même pas mal autour des cas d'utilisation et du domaine. Et cette partie contrôle, c'est elle qui va coordonner les interactions avec les autres objets. Mais la BCE, elle amène aussi et surtout une contrainte de robustesse. Et ça, on peut le schématiser de manière différente. Ces deux schémas veulent dire la même chose.
J'ai juste mis le premier parce qu'en fait, c'est la représentation officielle que vous retrouvez sur Wikipédia du pattern, avec les bons schémas, etc. Mais on a quand même mis un diagramme de classe parce que, vous avez vu, on aime ça, pour voir un peu ce que ça donne. Là, ce qu'on peut constater avec ce schéma-là, les règles, c'est que chaque élément ne peut communiquer qu'avec l'élément d'avant ou après. On n'a pas le droit de traverser, absolument pas. En principe, il n'y a pas de relation navigable entre les frontières et les contrôles. Cependant, dans la pratique, certaines variantes de ce patron-là permettent aux entités, aux frontières et aux contrôles de s'abonner en tant qu'observateur à une entité. Voilà, je dis ça, faites-en ce que vous voulez. Bon, c'est sympa la théorie, mais on n'a rien compris, on est d'accord. Donc voyons un petit peu comment on applique ça. Globalement, ça donne ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple avec un exemple. On va avoir un acteur, une machine, une personne, peu importe. Elle va arriver à la frontière, donc au boundary. Généralement, dans nos cas d'usage à nous, ce sont les contrôleurs, qui vont passer sur la partie contrôle. En gros, on va commencer, on va rentrer dans le système à partir d'ici. Et ce contrôle, donc comme on disait, c'est la partie cas d'usage, etc. Ce contexte, c'est la partie cas d'usage, etc., qui va pouvoir aller utiliser les entités. Ici, j'utilise volontairement le terme use case qui provient de la DCI, même s'il n'est pas dans le BCE, mais on va arrêter de tourner autour du pot un moment, on sait que c'est ça. Et là, si vous vous rappelez le schéma, ça commence à ressembler clairement aux différentes couches de la clean architecture. Sinon, on va mettre le lien quand même, on va l'écrire. En gros, la structure et le découpage des différentes couches de la clean architecture découlent directement du pattern BCE. Les 4 couches que vous avez, parce que vous verrez, il n'y a que les 3 qu'on utilise vraiment, ça vient de là. Allez, j'ai assez parlé comme ça. Thomas? Alors, on va faire un petit pas de côté, du côté du domain driven design. Il y avait une très bonne conf là-dessus il y a 1 ou 2 heures. Du coup, est-ce qu'il y a un lien entre le domain driven design et la clean architecture? Alors, il y en a un, c'est sur les patterns stratégiques et non pas sur l'approche plutôt théorique, plutôt que sur les patterns tactiques. Du coup, la partie stratégique, c'est vraiment la partie analyse du problème. Et en fait, on va pouvoir appliquer l'intégralité de tout ce qui est pattern stratégique du domain driven, et il faut les appliquer quand on fait de la clean archi. Si vous ne le faites pas, vous retombez dans le même problème que tout le reste. Vous faites juste de la complexité, et puis finalement, ça ne vous a rien apporté parce que vous n'avez pas découpé vos use cases correctement. Les patterns tactiques, c'est avec l'espace de la solution, et par rapport à ce qu'on retrouve dans la littérature domain-driven classique, là, la partie Entity, Aggregate, Value Object, elle va être vraiment dans la couche business plutôt que dans la couche application. Si jamais vous voulez plus d'infos sur le domain-driven, il y avait une bonne conf en dehors de celle qu'on a vue tout à l'heure, Modèle Mitosis de Julien Topcu et Josiane Chevalier. Pour plus de précision, donc sur les domaines stratégiques, ce qu'on entend, c'est déterminer quels sont les usages, quels sont les termes et leur sens, donc ce qu'on appelle le langage domaine, les exigences, les contraintes, les personnes qui exploitent le métier, etc. Tout ça, on en a besoin pour faire une bonne clean archi. La partie, ça va nous amener à un découpage en domaine et sous-domaine, parce que la clean archi ne résout pas cette problématique de séparer vos domaines. Si vous mettez tout dans un seul domaine, vous vous retrouvez avec le même couplage que d'autres archis. Les patterns tactiques, ce qu'on va prendre dedans, il va y avoir donc la modélisation du domaine et puis surtout l'ubiquitous language. On a parlé de screaming architecture, l'ubiquitous language, ça vient avec. Sous-entendu, on va commencer à utiliser les termes métiers plutôt qu'utiliser des termes techniques. Ça paraît aller ensemble très bien. Et tout ce qui est bonded contexte et context map, on va les retrouver au niveau au-dessus. Le but de reparler du domaine driven, c'est de mettre en avant que la clean archi, c'est aussi une architecture orientée métier et donc domaine, et c'est vraiment quelque chose que vous devez, c'est vraiment un complément indispensable, cette conception de domaine, si vous voulez tendre vers la clean archi. Et je vous laisse parler de l'assemblage de tout ça. Alors du coup, maintenant qu'on a un petit peu éclairci les patterns, est-ce qu'on a toujours autant de monde qui connaissait les 4 patterns de la clean architecture? Il y en a beaucoup moins.
Enfin, il n'y en avait déjà pas beaucoup au départ, donc voilà. Alors, on va essayer là de reprendre un petit peu couche par couche et de voir un peu comment on peut améliorer la compréhension de nos exemples en reprenant les différents rôles. Si on prend une première approche très haut niveau, on peut dire que la revue des différentes couches, ça va correspondre à ça. D'un point de vue global, l'architecture en oignon ou hexagonale, ça va vraiment avoir cette approche globale. Le BCE, c'est lui qui va contraindre le nombre de couches et surtout la communication et les rôles de ces différentes couches. Le DCI, lui, va amener, entre autres, mais c'est son plus gros apport, l'approche au niveau use case. Et enfin, la streaming, c'est tout ce qui va être autour du nommage et de l'organisation. Et sans oublier, même si c'est un petit peu à côté, tout le découpage lié au pattern stratégique DDD du cœur pour améliorer la lisibilité des domaines et des sous-domaines. Donc revenons sur un petit peu notre cas d'usage d'un produit et de la copie d'un produit. Et on va reprendre chacune de nos couches pour vous construire un pattern complet. Donc la notion d'entité dans le pattern BCE, c'est bien le rôle entity. On va retrouver ici le code métier pur, on va être détaché du framework, mais pas forcément des langages, enfin même pas du tout des langages. Donc on va quand même pouvoir retrouver tout ce qui est lié à vos langages. Ça comprend bien sûr toutes les notions de règles métiers et potentiellement d'interaction entre ces entités métiers. Niveau modèle, on va obtenir ça. Donc on a bien notre product qui est ici. Il va avoir son interface vers son interface de repository pour pouvoir accéder à la donnée. Et on aura notre product data copier qui permettra de lancer cette copie de données. Donc ici, on est dans la partie métier. Le data copier, il va contenir les règles métiers de la copie, telles que le contrôle de possibilité d'effectuer cette copie ou la conversion. On n'est vraiment pas dans le use case ou l'orchestration. C'est important pour la suite. Thomas, je te laisse du coup ouais. Alors voyons ce que ça donne sur notre exemple précédent. Donc on a repris le code. Voilà. On a repris le code, on l'a transformé en archi clean. En clean archi. Du coup, le call for paper qui tout à l'heure était annoté avec pas mal d'annotations techniques comme la persistance et le JSON. Là, sur cette partie entity, on va bien voir, on retrouve bien le fait que on a enlevé toute notion de framework ou de concern qui ne soit pas juste du métier. Alors ces annotations-là ne sont pas des annotations, puis c'est du Lombok, c'est juste du sucre syntaxique. Hein. Pareil, notre repository, là où tout à l'heure on avait un JPA repository, cette fois c'est une interface pure et volontairement vous trouverez que les méthodes ne correspondent pas. Alors peut-être que la screaming n'est pas parfaite, je dis que c'était difficile de nommer. Mais les noms de méthodes et tout ça ne correspondent pas volontairement au modèle JPA pour bien mettre en valeur que là, on a écrit le repository par rapport à nos besoins métiers, pas par rapport à comment on allait le stocker. On ne s'en préoccupe absolument pas dans cette couche repository. Un peu vite. Donc ça, c'était pour cette première couche entity. Sur la deuxième couche, donc la partie use case, là on est cette fois sur le rôle contrôle du BCE. Donc en gros c'est ici qu'on va faire le traitement pour l'exécution du cas d'utilisation et ça va permettre de coordonner, voire d'orchestrer les interactions entre les différents objets de la partie entity. Et c'est là où on retrouve une approche purement DCI. Donc on va retrouver l'expression du besoin de l'application et globalement ce qu'elle fait. Alors c'est beaucoup plus simple d'un point de vue modélisation puisque ici on n'a qu'une seule représentation avec notre fameux copy data from product to another use case. Maintenant si on branche ça ensemble, finalement on a simplement notre use case qui va appeler notre product data copier.
Alors on rappelle juste là ici que les packages c'est pour des raisons visuelles et pour que vous suiviez les évolutions entre applications business et autres. Mais quitte à avoir un peu de temps, on va essayer de pousser l'aspect DCI un petit peu plus loin. Ici on reprend l'abstraction fonctionnelle que vous a montré Yann tout à l'heure. Et on va pouvoir reprendre le rôle avec le source product et le target product et cette notion et ce pattern proxy qui vient utiliser le produit. Donc là, vous voyez, on recomplexifie un petit peu la chose. On va apprendre maintenant quelques minutes là, pour bien vous détailler la différence entre ce qui est de l'ordre de l'application layer et de l'ordre du business layer, parce que ce n'est pas toujours le point le plus clair. Alors ici, on fait un petit focus là-dessus, il y en aura un ou deux autres pendant la présentation, parce que c'est les sujets sur lesquels on s'est pris la tête. Donc on s'est dit que c'était intéressant de vous en parler. Globalement, le principe est simple. Le code qui est lié à l'application, il va dans l'application layer. Le code qui est lié au métier, il va dans la partie métier. À appliquer, ça reste une autre paire de manches quand même. On vous en a parlé, on a passé des heures de débat d'experts là-dessus, à savoir si du code était du business ou de l'appli. On va reprendre notre exemple. Globalement, pourquoi est-ce qu'on a mis le Product Data Copier dans la partie business ? Nico l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est une classe en fait métier qui permet de copier les données d'un produit à un autre en respectant les règles de l'entreprise. Imaginez ce que vous voulez sur les règles d'entreprise pour un Product Data Copier, mais peut y en avoir. Mais ce sont des règles d'entreprise. C'est un algorithme métier, critique, immuable, peu importe son application. Une bonne façon de savoir si le code il va dans la partie business ou dans la partie application, c'est et si je faisais ça sur papier, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Est-ce que si un agent, peu importe, quelqu'un le ferait sur papier, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Si ça ne change rien, c'est la partie métier. Voilà, c'est une petite astuce. Et du coup, globalement, qu'est-ce que nous dit la théorie? Parce qu'on en a vu quelques-unes. Globalement, dans la partie business, c'est la partie B de BCE, c'est les business rules. Et comme on l'a dit aussi, vu qu'on est dans de la programmation pure PO, ici les entités ne sont pas juste des porteuses d'informations. Elles portent aussi la logique métier, comme on l'indique dans l'exemple. Et du coup, j'aurais très bien pu faire porter en fait ma logique métier de copie directement par le produit. Je n'aurais pas été forcément obligé de faire une autre classe à côté du coup. Mais voilà. Pourquoi du coup je cherche à vous perdre en rajoutant une classe en plus? Globalement, c'est aussi pour dire que la couche business, ça peut être aussi des algorithmes. Ce n'est pas juste des entités, ce n'est pas juste des modèles, ça peut être des algos à part entière. Donc voilà. C'est vrai que l'exemple, il n'est pas dingue, c'est pas très représentatif, mais le message est important à comprendre. Et du coup, dans notre cas, est-ce que le use case, c'est juste un passe-plat en réalité? Pour rappel, cette couche-là, on est sur la partie contrôle du pattern BCE. C'est lui qui est pour le traitement des cas d'utilisation, qui va coordonner les interactions entre les autres objets. Ici, notre copy data from product to another use case, il va orchestrer la copie, il va appeler l'algorithme métier, et puis peut-être faire une demande de persistance. Alors dans notre cas, oui, c'est un passe-plat, on ne va pas se mentir, il appelle une méthode. Mais vu ce qu'on s'est dit précédemment, normalement, on devrait savoir pourquoi on a ce use case ici. Pour rappel, son rôle, c'est d'orchestrer les différents objets du métier pour résoudre le besoin. On peut très bien avoir des use cases qui font appel à plusieurs classes métiers, en particulier si on a aussi un domaine qui est découpé. Ça peut être intéressant. Et si on allait voir un petit peu ce que ça donne au niveau du code, là-dessus. Alors, c'est pas ça que je veux montrer, c'est ça. Ok, du coup, on est dans la couche application, on a notre use case. Là, notre use case, on est malheureusement sur un cas un peu crud, donc il ne fait pas grand-chose. Il se contente d'appeler les repositories. Je n'ai pas de logique sur mon call for paper. Ce qu'on va remarquer, par contre, c'est que, comme on s'était vu dans les schémas, ici, je n'utilise pas mon objet métier, puisque mon use case est exposé à mon contrôleur. Ici, je n'ai plus mon objet métier, puisque sinon, j'aurais cassé mon isolation entre les couches qui est imposée. Donc je me retrouve avec un petit peu de mapping entre mon entrée et puis mon domaine. Donc là j'ai un cas vraiment simple. Si on a un peu plus de logique, ça peut donner ce genre de choses-là, où là on a une gestion plus de workflow.
Et donc il y a plus de choses, tout ça juste pour montrer que les use cases ne sont pas forcément vides. Et puis c'est tout. Je sais pas, c'est toi qui fais. Next. Couche suivante. Du coup, le troisième cercle, l'interface adapteur, donc lui, cette fois, c'est le rôle boundary du BCE. Donc c'est là où on va commencer à se brancher avec l'extérieur. Alors par l'extérieur, on parle de la base de données, des contrôleurs, de votre framework REST, je ne sais pas quoi. C'est elle aussi qui va connaître les formats d'entrée-sortie pour interagir avec toutes ces choses-là, que ce soit base de données ou autre. On va pouvoir se connecter avec les systèmes externes. Et si on se rappelle de ce qu'on a vu sur la partie hexagonale, c'est à cet endroit-là où on va trouver nos user-side, server-side et nos API, SPI. Et donc c'est vraiment sur cette couche-là qu'on a la connexion avec le monde réel. Donc pour être un peu plus explicite, on va revenir sur notre exemple. Donc on a toujours nos deux façons de copier, via HTTP ou via la ligne de commande, et puis on a notre solution de stockage qui est via votre ORM préféré ou notre ORM préféré. Si on est sur une architecture plutôt orientée Onion, c'est relativement simple. On va avoir notre couche interface adapteur qui va contenir nos deux contrôleurs et notre repository, et on va avoir tout qui va se retrouver dans le même ensemble. Si on regarde un peu plus côté hexa, on va découper ce bloc en deux éléments, un autour plutôt de l'API server-side et l'autre API user-side, pardon, et l'autre autour du SPI server-side. Donc on va retrouver toute la partie ORM DB repository dans la partie SPI et le reste dans la partie API. Voyons maintenant ce que ça peut donner tout ça. Alors ici on va rajouter juste notre product identifier côté API pour pouvoir transiter l'élément. Et quand on branche avec ce qu'on a vu précédemment, on va obtenir ça. C'est-à-dire qu'on voit sur la partie... Alors, moi ça marche, mais j'ai moins de lumière. Sur la partie haute, on va avoir le branchement avec la partie API. Et sur la partie basse, donc en bas à droite, on va avoir le SPI et le DB repository qui va lui implémenter notre product repository. Alors par contre ici vous voyez peut-être un truc un peu étonnant, c'est le changement de typologie entre le product identifier et le target product, donc entre le contrôleur et donc le use case. Et la question qui va se poser derrière ça, c'est comment est-ce que je peux, enfin, au niveau de ma couche tout en haut, transformer mon objet ou atteindre pour rentrer dans le use case. Et donc c'est là où une des approches pour faire ça, pardon, ça va être plutôt ici, ça va être de dire on va autoriser notre API à aller lire le product repository. Le problème de ça, c'est que les contraintes de robustesse du BCE nous interdit de faire cette couche traversante. Donc c'est pratique, c'est facile, mais peut-être que, c'est même pas peut-être, c'est sûrement, on s'abstrait d'une contrainte des patterns qu'on est censé appliquer. Et donc pour faire ça, on va pouvoir utiliser nos fameux target product et source product ID qui vont, eux, implémenter les interfaces et nous permettre de passer les éléments, les bons éléments, au niveau de notre use case. Une fois encore, si on branche le tout ensemble, le schéma commence un tout petit peu à se densifier. Si je dis il commence, c'est que c'est pas fini. On a perdu un bout en plus. On a perdu un bout. Ah, on a même déjà perdu un bout. C'est bizarre ça. Bref. Et donc on voit bien, là, en tout cas la partie haute qui nous intéressait sur le branchement au business, là on voit donc l'usage de nos proxys et comment est-ce que ça peut interagir ensemble. Côté implémentation réelle, maintenant. C'est reparti. Ok. Du coup, sur l'implémentation réelle, on va voir les deux côtés. La partie repository, donc là, on voit que on n'est toujours pas dans du JPA. Par contre, on va retrouver, du coup, là, on voit qu'on implémente l'interface qui est exposée par notre domaine. Et puis, on va avoir toute la partie appel au repository réel et conversion dans le type du domaine.
Ça, c'est pour la partie repository. Sur la partie contrôleur, on va trouver les appels à nos use cases. Et alors, dans notre cas, on s'est arrangé pour avoir des trucs qui n'ont pas besoin d'être mappés. Ça fait toujours ça de moins. Et c'est pas mal, on verra les erreurs après. Du coup, on va pouvoir passer sur cette dernière couche de framework, alors qui, malgré tous les échanges qu'on a pu avoir sur cette conf, nous donne encore beaucoup de discussions. Cette couche, on va retrouver l'ensemble des usages des frameworks et des libs externes qu'on va avoir. Donc, par exemple, on va retrouver nos injecteurs de dépendance, les connecteurs ou les drivers aux bases de données, les routeurs côté framework web, toute la gestion des logs et potentiellement la gestion technique des erreurs. C'est des exemples, hein, c'est pas exhaustif. Et du coup, ici, on a quand même un petit disclaimer à faire, c'est que sur cette couche-là, on a différentes interprétations qui sont faites, et entre autres sur le fait que qu'est-ce qu'on a dans cette couche-là par rapport au code qu'on produit nous. Donc finalement, nous, la frontière qu'on a un peu identifiée, c'est que cette couche-là, framework et driver, ça correspond à du code que vous n'avez pas chez vous. Ce sont toutes les librairies externes, les frameworks auxquels vous faites appel. Ce n'est pas du code que vous maintenez dans vos applications. Et donc, si on veut faire de l'interaction entre cette couche-là et la couche adapteur, on va pouvoir utiliser pour configurer par exemple vos injections de dépendance, etc. Mais on va plutôt utiliser de la configuration plutôt que d'utiliser du framework dans une couche inférieure. Donc ça, une fois encore, c'est la théorie. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, tous nos frameworks vont laisser le choix entre différentes possibilités, que ce soit annotation, fichier de conf, peut-être du Hascode encore dans d'autres façons de faire. Mais du coup, pour essayer de clarifier ça, on va aller voir un peu quelques exemples. Donc un exemple un peu différent sur la partie infrastructure, si on prend un exemple de kernel, on va utiliser ici le configuration manager pour instancier et configurer différents éléments. On voit les éléments assez classiques d'un framework web moderne. On ne va pas forcément s'étendre sur ce point, ce n'est pas le but. On va juste voir quels impacts ça a. On va commencer du coup par l'API. Ici, on va commencer par brancher l'infrastructure sur la partie front-end, donc avec notre routeur, avec donc là notre command line client. Et ça, c'est vraiment ce qui va appeler notre product controller, enfin nos différents product controllers. Et sur notre partie SPI, ben, finalement, c'est vraiment notre driver avec notre DB client qui va appeler physiquement notre base de données. Par contre, ici, on a la problématique toujours que la flèche ne va pas forcément être dans le bon sens par rapport à nos patterns. Et donc, en fait, c'est ici où on va introduire cette notion d'interface et cette inversion de dépendance, où notre DB client va devoir implémenter une interface qui va être utilisée par notre repository. Et maintenant, quand on assemble tout, alors là, j'ai un peu peur parce que l'autre, on a déjà perdu un morceau. Non, c'est bon, on l'a retrouvé. Et donc là, du coup, quand on assemble tout, alors c'est pas forcément très lisible au sens du détail sur cette vue-là, mais l'idée c'est bien que vous puissiez voir l'ensemble des choses qui sont présentes. Donc, sachant qu'en plus, ici, on a enlevé toute la partie kernel qui était encore au-dessus. Parce que bon, là déjà, c'est un peu compliqué à lire, on vous laisse imaginer quand on a essayé. Dernier point sur la couche framework et driver. La question des annotations. Dans beaucoup de frameworks, alors en tout cas en Java, les annotations sont portées par le framework. Et donc quand vous êtes sur votre couche d'adapteur et que vous injectez des annotations dedans, dans votre code, la question qui se pose, c'est bah ouais, mais du coup, mes adapteurs, ils sont dépendants de mes frameworks. Donc là, on a deux théories. Soit vous utilisez les fichiers de configuration pour ne pas passer par des annotations, soit vous vous débrouillez pour avoir une configuration par l'extérieur. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez pour ça, mais c'est peut-être pas la bonne idée. Par contre, vos langages contiennent des annotations. Celles-ci, ce sont des annotations du langage, pas des annotations des frameworks. Donc vous avez le droit de le faire. Une fois encore, hein, la notion de droit, c'est des notions très théoriques. Voyons du coup ce que ça donne sur la partie implémentation du code. Alors,
Sur la partie repository, ben là, cette fois, on retrouve notre joli repository JPA qu'on attendait depuis un moment. Par contre, sur la partie contrôleur, on va vite voir qu'en fait, en tout cas avec du Spring, ce que vient de dire Nicolas, on n'arrive pas vraiment à l'appliquer. Notre contrôleur, qui est censé vivre dans la couche, en dessous de la couche infrastructure, il est contaminé, il n'est pas censé être dans la couche framework, pour autant il est contaminé par énormément d'annotations du framework, et il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement sans, en faisant moins propre, sauf en faisant vraiment beaucoup moins propre. L'autre problème en fait qu'on a, c'est qu'en réalité on pourrait avoir l'impression qu'on a réussi notre coup sur le repository, mais c'est pas vrai non plus, puisqu'en fait on a une dépendance qui est inversée, puisqu'en fait mon repository dépend de mon JPA repository, et la règle c'était que ce soit l'inverse. Donc cette couche-là, on a loupé complètement la séparation. T'as pas fait le boulot. Avec notre framework, ouais. J'ai eu la flemme. Non. Déjà on aborde le premier point de complexité de la clean architecture avec nos frameworks. Vas-y. Alors, est-ce qu'on a fini? On a fait les 4 couches. C'est plutôt pas mal déjà. Vous avez commencé à avoir mal à la tête. C'est souvent l'approche qu'on a employée. En tout cas, celle qu'on a vue le plus souvent. Mais il manque toute la partie gestion du flow de contrôle. Et on va encore apporter quelques petites modifications et quelques nouvelles classes pour notre implémentation by the book. En gros, on oublie souvent ce petit schéma-là, qui est juste ici. Et celui-ci, du coup, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Son rôle, si on reprend le principe BCE, on est dans la partie boundary, donc dans la partie frontière. Globalement, ce schéma, il se situe entre la couche interface adapteur et la partie Application Business Rule, d'où les couleurs d'ailleurs. Il sert à décorréler complètement le business de l'application avec la partie affichage et la liaison forte avec le contrôleur, enfin la liaison forte contrôleur use case. Dans l'idée, ça pourrait permettre de changer le corps de l'appli sans changer le framework. C'est étrange, mais pourquoi pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la partie base du schéma, qui est la partie Use Case Input Port. Donc on va commencer par cette partie-là. En gros, le Use Case Input Port, c'est l'interface de notre use case. On ne va pas faire une implément directe, on va poser une interface d'abord. Avant, on avait quelque chose comme ça. En gros, nos contrôleurs attaquaient directement notre use case. Et maintenant, ce qu'on va faire avec cette partie gestion du flow de contrôle, on va appliquer un pattern port adapteur, tout simplement, comme on a pu le voir avec l'EXA, où du coup, on va avoir un input port ici, qui va être l'interface qui va permettre l'implémentation derrière de la partie input port. Et du coup, les contrôleurs se branchent sur l'interface. Ils ne se branchent plus directement sur l'implémentation. Honnêtement, hormis l'aspect décorrélation et abstraction, j'ai toujours du mal un petit peu à poser une interface ici, à comprendre pourquoi on veut briser cette liaison entre le contrôleur et use case. Mais bon, pourquoi pas. La partie suivante, donc le use case interactor. Donc là, c'est réellement l'implémentation du use case. Mais par contre, il y a un petit point important ici. On va avoir un changement de paradigme assez important par rapport à nos habitudes. On va passer d'une approche MVC à une approche MVP. En gros, c'est le use case qui devient responsable de renvoyer les informations. Ce n'est plus le contrôleur. En tout cas, c'est lui qui va déclencher l'envoi, l'affichage, ou en tout cas le retour du use case, enfin la fin du use case. Alors que d'habitude, c'est nos contrôleurs qui le font. En gros, on va remettre à l'application la responsabilité de gérer le renvoi et plus à notre framework. On redonne à l'appli tout son cycle de vie complet. Par contre, ça ne veut quand même pas dire qu'on sait comment ça va être renvoyé ou présenté. C'est juste, c'est lui qui est responsable de le faire. Pour que ça soit un peu plus clair, on va regarder un petit peu ce pattern MVP, parce qu'on n'en avait pas vu assez jusqu'à maintenant, par rapport à l'approche MVC habituelle. Globalement, alors qui connaît le pattern MVP? Ah, pas mal. Vous pourrez me dire si mon explication est bonne ou pas. Ce pattern, globalement, il va respecter les mêmes principes que le MVC, sauf qu'il va éliminer l'interaction entre la vue et le modèle, parce qu'en fait, elle sera effectuée par le biais de la présentation, directement.
qui, elle, va organiser les données affichées dans la vue. Ce pattern, il fonctionne très très bien quand on a une interaction directe avec la vue, donc avec l'utilisateur, typiquement quand on est sur un développement d'applications mobiles, quand on est sur une appli de bureau, etc. Mais dans un contexte web, on n'a pas vraiment de view en fait. Puis on est synchrone en plus. Enfin, on peut considérer la vue, si on considère la vue comme l'élément qui permet l'interaction avec l'utilisateur, alors dans notre cas, c'est le serveur web. Si on compare un petit peu les deux approches dans notre archi, voici ce que ça peut donner. Globalement, sur la partie MVP, on a le web server qui va recevoir un appel, qui va appeler le contrôleur, qui va appeler le use case qui va appeler le présenteur, qui va utiliser un output service, on ne sait pas trop quoi, mais qui au final en fait va refiler l'info au web server. Donc on fait une belle boucle. Alors que sur du MVC, le web server va appeler le contrôleur qui va appeler le use case et le use case va refiler les infos au contrôleur qui lui les redonnera au serveur web. Donc voilà, en gros sur du web, dans tous les cas ça repasse par le web server. Si on reprend notre flow de contrôle, dans le cadre de la clean archi, avec un diagramme de séquence, ça ressemble vraiment à ça. En gros, contrôleur appelle le use case qui fait le boulot, qui renvoie. Et dans le cas du MVP, on a le contrôleur qui appelle le use case et le présenteur. En tout cas, le use case qui appelle le présenteur, qui lui demande de présenter. Voilà un petit peu le côté interactor MVP. Passons voir à la partie présenteur, pour le coup. Et la partie output port. Ce pattern MVP, comme on le disait, il permet de décorréler la donnée de son affichage et la façon dont elle est affichée, dont elle est distribuée. Si on prend un exemple un peu technique sur comment on peut aborder un peu ça, typiquement, on pourrait utiliser ce pattern pour avoir plusieurs formats de sortie. Du JSON, du HTML, chose assez classique qu'on peut avoir, mais ça peut être aussi de renvoyer le message, que l'application décide d'envoyer un message dans une message queue ou dans un broker, peu importe. Voilà, le présenteur il va être responsable d'envoyer les informations, en tout cas de finir ça. Typiquement, pour la partie JSON ou HTML, on pourrait très bien choisir le présenteur en fonction du meme type qu'on renvoie. De toute façon, c'est le contrôleur qui va fournir ça, qui va donner au use case le bon présenteur. Mais ce pattern, il peut aussi être utile d'un point de vue fonctionnel si typiquement on veut avoir plusieurs formats de présentation. Je sais pas, on demande sur des données un format complet avec toutes les infos. On peut avoir un full data présenteur. Des données un peu plus légères, on peut avoir du light ou seulement des ID. Bref, on peut s'en servir pour plein de choses différentes. Ça, typiquement, ça va être pratique si on propose des filtres dans nos appels REST. On peut choisir des patterns, des présenteurs différents en fonction des paramètres de requêtage qu'on a. Et donc, ce pattern présenteur, est-ce qu'il a un intérêt clairement pour nous? Est-ce qu'il y a des avantages? C'était rapide, hein, comme présentation, mais vous avez vu, on a déjà pas mal de choses à dire. Les avantages avec ça, c'est qu'on va avoir un vrai découplage entre la partie data et affichage, ce qui sert à ça en grande partie. Et on a un découplage complet avec le comportement standard de notre framework, ce qui peut avoir du sens dans certains cas aussi. Par contre, ça a des inconvénients, c'est relativement lourd à porter si on le généralise. C'est pas évident à implémenter, on verra avec Thomas tout à l'heure. Et clairement, pour nous, c'est inutile dans la plupart de nos cas. Là, on va revenir un peu sur notre flow de contrôle et on va mettre en place un peu la structure du code. Donc globalement, ça c'est ce qu'on a, aujourd'hui. Donc on a nos contrôleurs et en gros notre use case il va utiliser un présenteur. Donc en gros notre présenteur ici le but du jeu ça va être de présenter que la copie était bien faite. Donc voilà. Attention, vous avez vu il y a un truc qui est très important, c'est que le présenteur il est associé à la classe, à l'implémentation du use case. Elle n'est pas dans le contrat du use case. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des situations où en fait l'interface du use case dit ben, moi j'ai pas besoin de présenteur. On ne sait pas ce qui se passe, mais j'ai pas besoin de présenteur. Voilà. Alors c'est très bien les interfaces, mais si on rajoute les vrais présenteurs, ça va ressembler à quoi? Globalement, ça va ressembler à ce genre de choses. J'ai repris les exemples, on va avoir une sortie en JSON pour nos contrôleurs HTTP, donc qui vont implémenter le copy data présenteur. Et pour la partie contrôleur en ligne de commande, lui, il va plutôt utiliser un command line présenteur, donc quelque chose qui est plus adapté à du terminal, par exemple, et qui implémente aussi ça. Et du coup, nos contrôleurs vont utiliser ça pour les filer à notre use case, pour qu'ils puissent derrière l'appeler correctement. Du coup, Thomas, est-ce qu'on regarde le flow de contrôle?
Allez. Qu'est-ce que... Alors, à quoi ça peut ressembler un présenteur en Spring, Spring Java? Ça peut ressembler à ça, donc on va avoir... là, il est un peu générique, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va aller récupérer par un moyen... vive l'injection, on va aller récupérer notre réponse. Heureusement que Spring peut nous la fournir, sinon il faut aller se débrouiller pour la récupérer quelque part. Et puis on va gérer la conversion en JSON nous-mêmes, donc il va falloir récupérer votre converteur, etc. Appeler toutes les méthodes pour l'écrire, et puis mettre tout ça dans le message. Et comment on utilise ça dans le contrôleur? On ne l'utilise pas. Parce que notamment, ça pose pas mal de problèmes en Java. Pour l'avoir rencontré récemment, mais tout ce qui va être gestion de transactions, etc., on s'attend en fait, il y a beaucoup de mécanismes Spring qui sont au moment où la requête se termine. Et il s'attend à ce que votre code ait terminé de s'exécuter quand la réponse soit partie. Donc s'il y a encore du code à exécuter après votre présenteur, il n'aime pas du tout. Et typiquement, ça fait que vous allez avoir des problématiques de conflits lors de vos requêtes SQL, etc., parce que les transactions se fermeront après avoir envoyé la réponse. On reparlera plus profondément de ce problème après. Voilà. Honnêtement, ce schéma, il est complètement inexploitable. Ce n'est pas utilisable tel quel. On l'affiche juste pour montrer un peu la complexité applicative liée à un appel REST et une ligne de commande. Ça donne ça, by the book. Alors, si on le prend petit bout par petit bout, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ça s'entend, les transitions intercouches. En plus, les patterns ne sont pas forcément déconnants non plus. Ce que montre ce schéma, en réalité, c'est surtout que cette archi, comme je disais, prise par petits bouts, elle peut être logique et justifiée. Mais chercher en fait à avoir une vision globale d'un point de vue diagramme de classe, comme on le fait là, en fait, c'est juste perturbant. Et ça fait flipper. Et ça aide vraiment pas à la compréhension. Pour rappel, notre besoin, c'est ça. C'est vraiment juste ces petites choses-là. On veut copier les données d'un produit dans un autre, via un appel REST et une ligne de commande. Et si on prend quelques métriques, ça va donner ça. On a 12 classes, on a 6 interfaces, et on a 4 ou 5 couches. On ne sait jamais trop le nombre de couches qu'il y a. Imaginez s'il fallait rajouter des tests unitaires sur tout ça. Et là, franchement, il me manque quelques classes pour améliorer la lisibilité. Et un autre truc rigolo, c'est que si on enlève la partie ligne de commande, en gros, si on garde juste la partie API REST, en réalité, on n'enlève que 3 classes. On n'allège pas du tout l'architecture. C'est pas drôle à implémenter. Thomas fait encore des cauchemars. Et là, en plus, il n'y a pas de DTO, hein. Il n'y a pas de mapper. On n'a pas utilisé ça du tout. Mais surtout, il n'y a rien du tout sur la façon comment on organise le code. Rien. En gros, les patterns d'architecture qu'on a vus jusqu'à maintenant ne parlent pas d'organisation de code. Comme on disait, les packages, c'était seulement des types de découpage, mais vous pouvez faire de la clean archi dans un répertoire, si votre langage l'autorise, dans un fichier. Bon courage pour la maintenance. Donc on a vu l'implémentation by the book là, donc sans structure, mais il y a quand même un petit point à faire avec la réalité. On va prendre un peu le recul, on va aller regarder un peu les mauvaises pratiques et les problèmes. Globalement, on ne va pas se mentir, les mauvaises pratiques sont surtout des applications à l'aveugle de la théorie, avec une approche qui est très dogmatique. On a listé tout un tas de trucs sur ce qu'on vient de vous montrer. Sur les mauvaises pratiques, que ce soit dans la complexité de la théorie ou dans sa mise en application, il y a beaucoup de pièges sur la clean architecture. L'architecture, tous les concepts sont relativement complexes, impliquent beaucoup de couches d'abstraction, c'est très facile de s'y perdre. Donc on a essayé de recenser en fait, au fil de nos expériences ce qu'on a pu voir, les erreurs, les mauvaises pratiques, les dark patterns, etc. On exposera aujourd'hui seulement les problématiques principales et on essaiera de proposer des solutions alternatives pour la suite. On a essayé de les catégoriser en 5 types, mais avant ça, on va rencontrer un problème de conflit de concept qui est plutôt général. Donc on va faire un zoom dessus. Use case versus CRUD. Ça, c'est un problème de base avec cette architecture dans nos cas d'usage, qui est assez vicieux. Généralement, quand on fait du REST, comme on a l'habitude d'en faire, on fait du CRUD. Donc on a des points d'entrée qui sont orientés entité et gestion de ressources. Alors que l'approche use case, elle est fonctionnelle.
Donc de base, ça ne va pas marcher. C'est plus proche du CQRS, par exemple. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des use cases bizarres. Enfin, les use cases get, pour ceux qui ont fait de la clean archi, le nombre de use cases get où il y a une ligne de code, enfin, c'est pas ouf quand même. Malgré l'importance de ces problèmes, on va quand même se focaliser et on va rentrer un peu en profondeur là-dedans. Donc on a divisé ça en 5 catégories. Les dogmes, les problématiques de compréhension et de conception, les erreurs d'application, le fait de se battre avec le framework et les oublis tragiques. Et on va commencer avec la partie dogme. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de cette implémentation? Alors, comme tout pattern, il va y avoir forcément des cas d'usage. Vous avez pu constater la complexité de mise en œuvre. Le schéma, d'ailleurs, je l'ai fait pour ce qu'on a fait comme exemple. PlantUML ne sait pas me le générer, il est trop grand. Donc ça dépasse et j'arrive même pas à le générer. Imaginez de devoir implémenter ça avec une équipe jeune qui ne maîtrise pas. C'est un peu ce qui était dit dans la conférence DDD juste après la pause ce midi. C'est compliqué. Si vous avez une équipe réduite ou peu formée, IA ou pas, ça peut être difficile. Dans nos cas d'utilisation, c'est souvent trop complexe. Et puis surtout, on va sous-exploiter, voire essayer de lutter avec notre framework qui est censé être là pour nous aider. C'est un peu dommage. Donc il y a un équilibre, il y a un compromis à trouver. Est-ce qu'il faut en faire une architecture par défaut? Clairement, non. Si votre besoin, c'est un cru de REST, pour un microservice, macroservice, peu importe, faites de l'architecture en couche classique. Il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser une architecture aussi complexe quand on a juste des trucs crudes où il n'y a pas vraiment de règles de gestion. Vous allez à la limite avoir de la gestion de droit et vos frameworks savent couvrir ça parfaitement. En mettant de la clean archi partout, vous allez juste pourrir votre parc applicatif avec beaucoup de code, et le meilleur code, pour rappel, c'est le code qu'on n'écrit pas. Le pattern MVP que je n'ai pas implémenté, il est intéressant, mais là encore, on se rattache à notre cas d'utilisation. Il ne matche pas du tout notre cas d'utilisation web, où en fait la réponse et la request sont très liées. Et du coup, essayer d'utiliser ce pattern, ça vous empêche de vous appuyer sur vos frameworks. Donc, toujours challenger le besoin avant de choisir son architecture, avant de suivre bêtement un principe. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Côté dogme, le BCE, comme on le disait tout à l'heure, il va impliquer des règles qui vont interdire de traverser les objets de couche en couche. Donc, ça va impliquer d'avoir des mappeurs pour faire les transitions entre ces éléments-là. Et du coup, on ne va pas pouvoir transiter les objets du cœur jusqu'à l'extérieur de la clean archi. Et donc, ça va impliquer des mappeurs entre les différentes couches. Donc là, on va se retrouver avec les fameux DTO et des DTO par couche. Donc en plus, il va falloir se creuser la tête pour savoir comment les nommer. Donc attention, faites attention à ça sur les applications dogmatiques. Et du coup, on va se retrouver à rajouter des couches de transformation. Alors c'est sûr que plutôt que rajouter des couches, certains vont préférer ajouter des librairies pour gérer les transformations, mais est-ce que c'est vraiment mieux? Vous rajoutez de la complexité quoi qu'il arrive. Et donc finalement, peut-être que des fois, avec une bonne utilisation de la PO, à base d'héritage ou d'autres mécanismes, vous allez peut-être réussir, et une fois encore en fonction de vos langages, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes réalités si vous faites du Java ou du TypeScript, pour le coup. Et vous allez peut-être qu'avoir des interfaces génériques, ça pourrait aussi risquer de vous simplifier la vie, mais à quel coût? Donc voilà, il y a plein de questions à vous poser qui sont pas, enfin, dont les réponses ne sont pas triviales. L'autre base, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos objets anémiques? Parce qu'on dit que les objets anémiques, finalement, c'est en clean archi, on peut venir leur redonner un peu de vie en leur injectant du métier. Sur la partie intercouche et transfert de données, donc DTO pour leur donner un nom, peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Si on prend l'exemple qu'on a fait, on n'a pas forcément d'intérêt à faire des entités anémiques dans ce qu'on vous a montré. Sinon, on va se retrouver avec des classes qui font toutes la même chose et avec des mappings en 1 pour 1. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, on s'écarte de la partie implémentation d'un DDD. Et donc finalement, on a aussi notre risque avec tout ça de découper trop, ça c'est le genre de phrase que j'aurais jamais cru dire un jour, de découper trop le code. C'est vraiment un défi pour ces archis applicatives de venir découper le code comme il le faut, mais sans que cette découpe génère de la complexité.
Donc là, il va vraiment falloir essayer d'éviter les excès de zèle et entre autres essayer de garder à l'esprit deux acronymes dont on reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui sont YAGNI, donc en gros, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce que vous êtes en train de faire maintenant, et KISS, surtout pour le Keep It Simple, et là on voit clairement dans les schémas qu'on vous a proposés qu'on est quand même globalement en train de s'en éloigner. Dernier élément, attention au mélange. Alors le principal mélange auquel il faut faire attention, c'est celui du mélange de patterns d'architecture, et d'autant plus que CleanArchi est déjà un assemblage de plein de concepts et plein de patterns. Donc si vous, en plus, vous vous amusez à en rajouter ou à en implémenter des demi-patterns, ben vous avez peut-être des risques de mélanger des concepts ou de ne pas les appliquer. On en a fini avec les dogmes, mais vu la complexité, on peut aussi se tromper très facilement dans les interprétations. On va passer aux erreurs de compréhension. Le premier truc, c'est se tromper de couche. Typiquement, on va en prendre un cas classique, le contrôle des permissions. Le contrôle des permissions, ça peut être du métier, mais si vous les mettez que dans les contrôleurs, vous allez rater quelque chose. Il y a des permissions qui vont dans la partie métier, à minima dans le cœur. Le deuxième, on en a déjà parlé, c'est d'avoir un standard, CleanArchi. C'est incompatible avec l'approche fonctionnelle et le côté screaming architecture. Ça ne marche pas. Une archi, elle doit être au service d'un besoin. Et il ne faut pas essayer de faire rentrer le besoin dans une archi. Troisième point, attention à la gestion d'erreurs avec ces éléments-là. Qui dit 3000 couches, dit 3000 gestions d'erreurs différentes. Et oui, on est sur des couches avec des sens différents. Donc ça veut dire que chaque couche a son propre jeu d'erreurs à gérer normalement. Si vous avez l'habitude d'utiliser les exceptions, même fonctionnelles, faites attention à bien choisir entre les checked exceptions et les runtime exceptions pour ceux qui font du Java. La gestion des try-catch entre les différentes couches, ça va être fun. Ça va être vraiment sympa. D'autant plus si vous utilisez le pattern adapteur, parce que vous n'avez plus le catch des exceptions par Spring Boot en haut. Hein. Donc il va falloir gérer ça. Pareil, si vous utilisez le pattern result, attention à ne pas mélanger les vocabulaires entre les couches. Bref, il y a plein de choses à voir quand vous avez ce genre de patterns généraux. Confondre code défensif et l'application du pattern. Là, c'est un des plus gros sujets de débat qu'on a tous les deux. Il y a le pattern d'un côté et il y a comment se prémunir des erreurs de l'autre. Comme on l'a dit, le pattern n'impose pas de structure de code. Nico vous parlera du code défensif tout à l'heure. Le fait d'avoir plusieurs packages avec un contrôle de débordement de couches, machin, etc., ça, c'est du code défensif. C'est pas du pattern. Attention avec le DDD, le niveau d'isolant, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce qu'on n'est déjà pas très à l'heure. Ça ne veut pas dire grand-chose. Attention avec le niveau d'isolation au niveau des DDD, il y a trop de D. Essayez pas de faire des découpages sur la totalité de la stack. Faites des découpages peut-être sur la partie domaine, mais bref. Ça, allez voir sur l'autre conférence sur le DDD. Sur la partie erreur d'application, là, on va parler des erreurs d'application d'architecture, c'est-à-dire quand on applique le pattern qu'on est censé faire. Et plutôt sur les applications, sur la partie aussi mécompréhension globale de ce que peuvent être les archis. Alors le premier point, il faut respirer, il reste du temps. Le premier point, c'est tout ce qui concerne le nommage technique et non fonctionnel. Donc là, globalement, les trucs à base de infrastructure, interface adapteur, in, out, etc., ben, en fait, ça, vous n'êtes complètement pas sur de la screaming. Alors oui, vous y retrouvez parce que vous comprenez le langage technique et peut-être même que vous connaissez l'implémentation au sens architecture, et ça vous parle, mais voilà, peut-être que quand vous avez des gens qui connaissent un peu moins les patterns, bah, c'est difficile. Donc les choses où on va dire use case, input port, etc., alors même si dans les exemples de code qu'on vous a montrés, on a pu le faire, parce qu'on n'est pas parfait, bah, en fait ça ne correspond pas à l'application à l'application de la clean architecture. Le deuxième point, c'est appliquer le pattern à moitié ou le faire en ayant un peu rien à faire des frontières. Donc là, ça, à notre sens, il n'y a rien de pire qu'un pattern qui serait moitié appliqué. Par exemple, quand les entités elles vont être dans le domaine. Alors évidemment, là, on parle d'annotations qui sont spécifiques à des frameworks. Si vous vous retrouvez avec des annotations JPA dans le framework, dans le domaine, c'est qu'accessoirement, il y a un problème.
les use cases qui vont peut-être utiliser en direct les implémentations de vos repositories, donc c'est-à-dire de vos accès aux données. Donc là, vous êtes en train de traverser l'intégralité. Vous avez peut-être respecté la partie aller, c'est-à-dire quand tout se passe bien, et puis par contre, pour la gestion des exceptions, vous avez dit, allez, c'est pas grave, de toute façon, Java, il remonte tout. Remontez vos exceptions de stockage jusqu'au contrôleur. Est-ce que c'est logique? A priori, non. En tout cas, pas dans une application de la clean architecture. Et puis, il y a le dernier, c'est quand même les contrôleurs qui font des actions, où là, on a quand même 2-3 trucs qui ne collent pas avec ce qu'on est en train de vouloir appliquer. Simplement, là, ce qu'on veut dire derrière ça, c'est aussi la clean archi, on l'a vu, c'est compliqué, etc. Pour autant, si vous donnez des coups de canif, il faut que ce soit connu et qu'on puisse identifier ce que vous n'avez pas appliqué dans les patterns. Troisième point, ne pas se protéger du débordement des couches. Vu la complexité de l'architecture qu'on a vue, il va falloir que vous trouviez des moyens pour venir vous prémunir de certains débordements. On a identifié 2 ici. Le premier, ça consiste à avoir un blocage par module où vous allez pouvoir interdire le fait de dépendre d'un module vis-à-vis d'un autre. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire au moment où vous buildez, c'est-à-dire que vos applis ne compilent pas. Et hop là, j'étais un tout petit peu vite. Et le deuxième élément, c'est via un mécanisme plutôt en mode test, donc avec des outils type ArchUnit qui vont vous permettre de faire des tests unitaires d'architecture, enfin des tests d'architecture. Dernier point, le fait que chaque erreur va entraîner une charge considérable de correction. Parce que quand vous êtes dans un modèle standard MFC et que vous ne faites pas porter la bonne responsabilité, vous avez éventuellement un renommage à faire pour que votre classe et vos méthodes elles aient les bons noms. Ici, quand vous vous trompez de couche, ça veut dire que toute votre interaction que vous avez montée avec toutes les flèches de tous les schémas, en fait, vous êtes bon pour venir remodifier ça. Et là où vous vouliez simplifier, vous vous retrouvez à complexifier la maintenance. Dernier point, c'est un peu complexifier le compliqué. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'objets distincts pour chaque couche? Le principe d'avoir des objets distincts, c'est qu'ils ont des buts différents. Si c'est juste pour faire des mappeurs automatiques, le symptôme, c'est typiquement vous utilisez vos annotations avec les mappeurs générés, etc. Sous-entendu, vos objets ils sont absolument identiques et ils bougeront tous les deux strictement de manière identique. Dans ces cas-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des objets différents? De la même façon, est-ce qu'on a besoin de mettre des couches de service partout, comme on fait d'habitude quand on est en mode architecture en couche? Vous n'avez peut-être pas besoin de service, comme on a vu tout à l'heure dans le domaine. Au final, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Est-ce que, pareil, vous avez besoin d'un jeu d'exception dans chaque couche ou pas? C'est pareil, pas forcément. En gros, tout ça, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il faut suivre le dogme à la lettre? Pas forcément. Par contre, comme disait Nicolas, ce qui va être important, c'est de clarifier vos règles en amont et dire, voilà, mon architecture, c'est pas de la clean architecture parfaite, c'est ça, voilà les règles, ce qu'on permet, ce qu'on permet pas. Le point suivant, ça concerne le framework. Donc, ma spécialité dans cet exemple. La clean archi, pour rappel, encore une fois, ce n'est pas une archi qui est dédiée au web. C'est une approche du génie logiciel général. Donc il y a plein d'autres cas. Et nos frameworks web, eux, ils sont spécialisés dans le modèle en couche, classiquement. Spring, c'est ce qu'il fait très bien. Il est capable de vous enlever la nécessité de faire les couches. Mais c'est un cas particulier, encore une fois. Du coup, dans nos recommandations, dans les erreurs à éviter, il y a le fait de ne pas utiliser les services du framework ou de refaire ce que propose le framework. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, refaire ce que propose le framework. Par exemple, faire votre propre système d'injection de dépendance, de chargement de services, ça ne sert à rien. Interdire les librairies externes dans le cœur, ce n'est pas une interdiction, pour rappel. Si la librairie externe vous permet d'implémenter votre cœur de métier, c'est une librairie du métier. On n'a pas dit que ça devait pas, le cœur de métier, vous ne devez pas tout réécrire à la main. Vous ne devez juste pas mettre des choses qui ne sont pas du métier. Et Spring, généralement, ce n'est pas votre métier. C'est juste ça.
Dans les trucs à éviter, évidemment, il y a tordre le framework. On l'a vu tout à l'heure avec le JSON Presenter. On est très clairement en train de tordre le framework. Et dès qu'on tord le framework, on sort des cas d'usage habituels. Vous allez sortir de la doc, vous allez sortir de l'outillage, vous allez sortir du support, vous allez sortir de tout ça. Donc, évitez de faire ça. Ou alors, partez sans framework. Un autre point, c'est les oublis, c'est tragique avec les CleanArchi. On a vu, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de classes. Et du coup, autant sur des architectures avec nos 3 couches, ça se fait assez bien de rattraper quelque chose. Généralement, c'est dans le service qu'il y a un problème, c'est pas ailleurs. Ça se fait a posteriori. Là, par contre, dans la clean architecture, si on l'a vraiment implémenté by the book, ça fait un certain nombre de couches où il faut aller corriger notre erreur. Typiquement, j'ai rajouté un champ dans mon entité. Ça fait un certain nombre de classes puisqu'on a fait des mappers partout, etc. 2-3 éléments importants à propos de ça, justement. Le temps de réalisation avec la clean, on écrit plus de code, que ce soit avec l'exemple théorique ou l'exemple qu'on a fait, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus de code. Et encore, dans l'exemple, on n'a pas suivi strictement le by the book. Donc ça va augmenter vos temps de réalisation, ça va augmenter aussi votre temps d'onboarding, de formation de vos développeurs, et puis votre maintenabilité, à terme, elle est censée être meilleure, mais c'est à la condition que tout le monde ait bien compris. Ce qui m'amène au point suivant, à l'erreur suivante, c'est ce qui serait de ne pas documenter. Vu la complexité et les choix à faire, on l'a dit, documentez votre pattern d'architecture. On entend trop souvent dire oui, c'est de la clean architecture, et puis en fait, dès qu'on commence à creuser, en fait, on ne fait pas le presenter, on ne fait pas ça. On s'est permis de rajouter des annotations Spring au niveau des use cases, parce qu'en fait, on n'a pas du tout envie de devoir les déclarer, l'injection de dépendance nous-mêmes à la main avec des bins où il faut tous les lister. C'est pas agréable. Donc, documentez ça, faites des schémas. C'est clairement l'élément clé pour avoir une architecture qui est partageable avec votre équipe. Dernier point, prenez en compte les compétences de vos équipes. Un choix d'architecture, ça se fait aussi par rapport à l'équipe. Je pense que c'était un des points aussi du point DDD tout à l'heure. Hein. C'est du Rex DDD. Ça ne sert à rien de vouloir partir sur un truc qui semble être le nec plus ultra. Si votre équipe ne maîtrise pas, ne comprend pas, ça ne va jamais vous accélérer. Il y a beau avoir des soi-disant bénéfices merveilleux. Si vous n'avez que des juniors qui ne maîtrisent pas ça, ça ne va pas vous aider. Et en dernier truc, oui, les compétences de vos équipes. S'il y a un truc que vous devez prendre, par contre, c'est la stratégie des DDD, pas les patterns techniques. Réfléchir en DDD avec le métier, ça vous apportera 100 fois plus que n'importe quelle architecture technique derrière. Malgré tout ça, on peut prendre certaines choses de la CleanArchi. On n'a pas dit qu'il n'y avait clairement pas tout à jeter. Elle est là pour une raison et puis elle apporte quand même pas mal de choses. Et du coup, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut garder dedans, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éliminer les problèmes qu'on a évoqués. Oui, parce que là, on vient de vous tirer un peu toutes les problématiques qu'on avait rencontrées. Pour autant, il peut y avoir des méthodes compensatoires pour venir corriger, en tout cas, éviter ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les prendre, vraiment. C'est vraiment des voies de solution et pas des solutions au sens silver bullet. Le plus gros morceau, c'est au niveau de la conception d'API. En fait, quand on regarde bien le pattern, enfin pas le pattern justement, mais les clean architectures, on est quand même très orienté au niveau des use cases. Et quand vous faites des conceptions d'API, vous êtes plutôt orienté CRUD. Et donc si vous concevez vos API plutôt orientés en mode CQRS, vous allez peut-être vous rapprocher des besoins liés à la clean archi. Une fois encore, ça ne veut pas dire que toutes vos applis doivent faire du CQRS. J'insiste un peu, mais il ne faut pas que le mauvais message passe. Si vous avez ce type de besoin, voilà, allez-y. Et c'est là qu'on va avoir le fameux besoin du flow de contrôle. D'ailleurs, en parlant du flow de contrôle. On a vu l'ensemble de l'implémentation by the book de la CleanArchi. Alors sur le papier, c'est génial. Dans la vraie vie, c'est beaucoup moins cool. Ce qu'on entend par là, c'est utiliser ce qui a du sens pour vous. Les puristes nous traiteront d'hérétiques, et là est tout le problème d'ailleurs. Mais dans le but d'une archi et de nos travails de manière générale, c'est de rendre un service.
Alors, je ne parle pas de faire n'importe quoi, mais globalement, est-ce qu'on garde le flow de contrôle, vraiment, et son implémentation? Alors, comme je disais, on ne parle pas de faire n'importe quoi, mais sur une API REST où on fait du 200 ou du renvoi JSON en synchrone, on n'a peut-être pas d'intérêt à garder ce genre de choses. Idem pour un autre point. Est-ce qu'on a vraiment besoin des interfaces au-dessus des use cases? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de changer ça, de le mettre en place? Ça se trouve, oui. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, mais la question se pense. Gardez vraiment l'indispensable sur cette partie-là. C'est vrai que généralement, sur les applis sur lesquelles on bosse, 3 ans de vie, on ne fait pas de changement comme ça, quoi. On pourrait prendre pas mal de cas comme ça, mais continuer sur un autre conseil. Thomas? Les débordements entre framework et les layers d'interface. La règle, c'était pas de framework dans les couches interface layer, mais clairement, vous n'avez pas envie de vous passer des annotations du framework, notamment, comme je disais, l'injection de dépendance partout. On a trop l'habitude, c'est hyper pratique, c'est maintenable et rapidement développable. Tout le monde y gagne, il n'y a pas vraiment de raison de s'en passer juste pour suivre un texte, un bouquin qui présente quelque chose, d'ailleurs qui n'est même pas une loi, hein, rappelons-le. On ne parle pas évidemment de traverser les couches de bout en bout, mais au moins permettre d'utiliser le framework dans la couche d'interface, à savoir dans la couche contrôleur et puis éventuellement dans la couche use case pour l'injection de dépendance. Par contre, évidemment, on va s'interdire de mettre les annotations dans la couche business. Le business, on va essayer quand même de le garder clean. Pour autant, on va essayer de garder clean de notions autres que du métier. Voilà. Donc on ne met pas d'annotations qui sont liées à la persistance. On s'en fout que ce soit des colonnes, etc. On veut juste avoir la notion métier. Et puis plein d'autres trucs, mais tout ça c'est surtout du bon sens et surtout de la réflexion avec votre équipe de qu'est-ce que vous avez envie de garder ou pas. On se rend compte que quand on a besoin de la clean archi, on se retrouve souvent à documenter des exceptions, donc ça nous paraît important. Point important pour la suite, réfléchir avant de commencer la stack. Que vous l'implémentiez by the book ou que vous permettiez des écarts, faut, on l'a dit, documenter, il faut réfléchir un peu avant ce que vous prenez, ce que vous ne gardez, ce que vous enlevez, etc. Parce qu'une fois qu'on a choisi une architecture, sortir de ça, c'est très compliqué. Ça ne se fait pas facilement, ça se fait sur le très long terme, et la clean archi est censée permettre justement des changements, mais il y a des limites à tout. Encore une fois, hein, tout pattern, s'il est mal utilisé ou si vous l'avez trop tordu, c'est pire que pas de pattern. Créez votre pattern, plutôt que de dire que vous en utilisez un et qu'en fait on ne le retrouve pas. C'est ça qui est dangereux, c'est de dire je fais de la clean et en fait ça n'en est pas. Et encore une fois, documenter, challenger et documenter. Encore une fois? Documenter. C'est pas le bon. Voilà. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, une architecture pour un besoin. Si vous avez une séparation franche par domaine, que vous avez vraiment bien identifié, que vous avez bien fait votre travail sur la partie DD stratégique, appliquez, choisissez de telles règles en fonction de chaque domaine. On l'a déjà dit, une architecture pour un besoin, pas une architecture pour tous les besoins. On ne va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes sur une approche DDD, regardez ce petit pattern. Toute la partie anti-corruption layer, ça peut vous servir, ça permettrait de faire communiquer des domaines les uns avec les autres, sans pour autant en mettre partout. On renvoie encore une fois sur cette conférence Modèle Mitosis, qui est extraordinaire. Allez y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez jamais vu. Quelques points un peu plus simples, mais tout aussi importants. Ouais, là, on va sûrement renfoncer des portes ouvertes. Le premier, c'est vraiment ne faites que ce dont vous avez besoin. Si vous pensez en avoir besoin dans l'avenir, déjà, soit soyez-en sûr, il ne faut pas juste le penser, et sinon, c'est que vous n'en avez pas besoin. Là encore, avec le Keep It Simple, il faut que vous soyez vigilant, entre autres, sur les aspects présenteurs et CQRS qu'on vous détaillait précédemment. C'est que peut-être que vous en aurez besoin sur un ou deux de vos cas d'usage. Très bien, à ce moment-là, faites-le. Mais de façon générale, vous n'avez peut-être pas besoin de le faire. Mais quoi qu'il en soit, on l'a déjà dit,
documenter, documenter, documenter. Petit conseil au passage sur la documentation, renseignez-vous sur cette méthodologie de documentation qui s'appelle Diataxis, qui vous permet de découper vos documentations en fonction de leur rôle et de ce qu'elles sont censées vous apporter. Et ça, dans le cadre d'une Clean Archi, ça va vous permettre de mieux former, mieux monter en compétence les gens avec qui vous travaillez. Surtout, appuyez-vous sur les outils. Il y a une image que Thomas aime bien particulièrement, c'est cette notion de signal sur bruit, c'est son côté électronique. Quand on voit la quantité de boilerplate qu'on est obligé de faire pour, par exemple, implémenter le pattern présenteur, il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose à l'arrivée pour mapper un JSON. Donc c'est vraiment ça qu'on veut dire là-dessus. Appuyez-vous sur les frameworks, alors au bon endroit, une fois encore, mais appuyez-vous sur vos frameworks. Mais du coup, cette architecture, qu'est-ce qu'on est en train de dire là, Yann ? Alors finalement, quelqu'un on va l'utiliser parce qu'on l'a pas mal critiqué, on va pas se mentir. Voire on a dit que certaines parties étaient inutiles. Mais 2-3 petits mots sur ça quand même. Déjà, elle n'est pas toute jeune. Alors elle n'a pas 20 ans, comme j'ai pu l'écrire, elle a 13 ans. À l'époque, on faisait beaucoup de monolithes encore. Maintenant, c'est vrai qu'on va plus facilement vers des services qui sont plus petits, voire du microservice. On fait du découpage intra-implicatif. On sait qu'il y a un changement de mentalité sur l'architecture solution plutôt de manière générale. Et nos frameworks aussi sont plus stables. Donc on a peut-être moins besoin aussi de se détacher et de s'isoler vraiment et d'isoler notre code métier du reste de l'extérieur. Et on a beaucoup plus d'applications web aussi. Les applis bureautiques, c'est quand même beaucoup plus rare. Enfin, plus rare, il y en a encore beaucoup, mais on a beaucoup de choses qui sont parties sur le web. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elle est plus applicable. Le monde du web, c'est énorme. Là, on n'a parlé que du web, le monde du développement, exactement. Si on parle de clients lourds, multiplateformes, multi-OS, à la GIMP, LibreOffice par exemple, d'applications mobiles, de métiers très lourds avec beaucoup de règles métiers, du médical, du bancaire, des traitements badge, des micro-programmes, bref, tout un tas de cas d'usage, d'outils, de frameworks ou pas qui sont très différents. Donc, si on ouvre un peu notre champ de vision, on peut voir quelques éléments qui nous gênent. Typiquement, si on n'a pas de framework qui est adapté à notre contexte, qui est adapté à notre contexte. Si vous faites un programme, par exemple, qui doit déployer sur Windows, Linux et Mac, clairement, vous allez devoir utiliser les frameworks de chacun des OS. Alors, vous allez chercher, malgré tout, à essayer de conserver un maximum de code commun. Là, ça peut être intéressant de prendre une clean architecture. Même si des outils comme Java ou d'autres langages permettent de simplifier le cross-platform, il peut y avoir des différences entre les OS sur lesquelles on n'aura pas le choix d'aller exploiter les composants directement. Un autre exemple de cas, un serveur web, sans avoir fait de recherche réellement sur le sujet, développer un Apache pour un Linux, pour un Windows, je suis quasiment sûr que c'est pas le même code. Pourtant, on va essayer d'avoir les mêmes fonctionnalités au centre. Donc l'approche use case ici peut être intéressante. Bref, il y a tout un tas d'exemples dans lesquels ça peut être intéressant de se poser la question de la clean archi. Un autre pattern qu'on a pas mal critiqué, tu veux en parler ou pas, Thomas ? Non ? Ça va. C'est vrai que sur du web ou sur du synchrone, comme on peut le faire, c'est difficile, pas impossible, mais d'aller implémenter ce truc-là. Le principe de toute façon de requête-réponse synchrone fait que ce pattern ne nous sert pas réellement en fait. Dans un monde asynchrone, la présentation elle est décorrélée de la demande, pas dans notre cas. Dans une application où la vue elle est gérée par un autre système, là ça peut être intéressant. Parce que c'est plus de la responsabilité du contrôleur, de celui qui reçoit la demande. Par exemple, vous êtes chez McDo, le caissier il prend votre commande, l'affichage il va se faire sur l'écran pour les équipiers derrière, il ne va pas se faire chez vous. Là, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de se poser la question s'il ne vaut pas le coup ce pattern-là, par exemple. Bref, vous voyez un peu le principe. En synthèse, cette architecture, elle est très robuste, c'est vraiment pas mal. Elle est hyper modulaire, elle est très flexible, elle est orientée métier, pas se mentir, et la durée de vie du code est assez importante. On a parlé avec des équipes il n'y a pas longtemps, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont le même programme, et ils sont sur de la clean. Et je déconne pas. Par contre, c'est complexe à mettre en œuvre. Ça demande un niveau technique et de compréhension qui est relativement important. On ne va pas se mentir. Ça demande aussi un temps de réalisation qui est assez important. Il y a beaucoup de code, il y a beaucoup de boilerplate, il y a beaucoup de documentation à faire. Et malgré tout, ça exclut l'usage du framework, d'une bonne partie du code. Et ça, c'est pas évident aujourd'hui. En gros, là, on se pose la question, est-ce qu'on part sur de la clean
ou est-ce qu'on prend plus simple, on part sur de l'Exa? D'ailleurs, est-ce que l'Exa, on la met en opposition avec la clean architecture? En fait, pas vraiment. Comme on a pu le constater, l'architecture hexagonale est une des composantes de la clean architecture. Donc il n'y a pas vraiment à les mettre en opposition. Ce n'est pas incompatible. Bien au contraire d'ailleurs. Par contre, là, on va différencier notre choix. Ça va être sur plusieurs éléments. Déjà, l'approche principale, elle est différente. La clean architecture, c'est pour une approche qui est beaucoup plus fonctionnelle. On va être orienté métier. Sa raison d'être et d'exister, son approche est plutôt comme ça. L'architecture hexagonale, plus globalement, c'est plutôt des artefacts et des patterns techniques pour simplifier la maintenance à terme. La clean, elle est très complexe. On l'a vu. L'hexagonale, elle est juste complexe. Voilà. Et la clean, elle peut être multi-contexte. On voit que l'isolation du domaine, la façon dont c'est découpé, ça nous permet de pouvoir avoir presque plusieurs métiers au cœur d'une clean architecture. Sur une hexagonale, on va être clairement beaucoup plus sur du monocontexte. À toi, Mister. Du coup, si on compare quand même l'architecture hexagonale et puis les mauvaises pratiques en hexa par rapport à celle en clean, on en a déjà vu pas mal en clean qu'on va retrouver en hexa, donc on va juste peut-être comparer plus rapidement les deux. L'avantage de l'hexagonal, c'est que notamment on va alléger les contraintes de robustesse qui étaient imposées. On va pouvoir cette fois, depuis une couche, aller taper sur l'autre. Par contre, on garde notre logique de une couche externe appelle une couche interne et jamais, jamais, jamais l'inverse. On ne dit pas que dans l'hexagonal on met tout dedans, mais le fait d'avoir grosso modo 2 couches extérieure-intérieure, c'est quand même plus simple que d'en avoir 4 et de se poser 4 fois la question. On va enlever le MVP, je passe pas plus de temps là-dessus, mais on va reprendre la main, nos contrôleurs vont pouvoir revivre. Le lien avec le framework, dans l'hexagonal, le framework il est juste à l'extérieur. À l'intérieur de l'hexagone, on n'a pas le droit de l'utiliser. Par contre, à l'extérieur, on se fait plaisir. Ouais. En réduisant le nombre de couches, on va réduire beaucoup la complexité de la lecture des schémas, mais aussi le boilerplate, c'est-à-dire qu'il y a moins de classes, c'est pour ça que le schéma est plus simple à lire. Il y a moins de besoin de faire des mappeurs, etc., puisqu'il y a moins de couches à traverser qui sont censées être isolées. On va pouvoir standardiser. Le screaming by the book, c'est pas imposé par l'architecture hexagonale. Donc même si on vous en recommande toujours de l'appliquer pour nommer vos trucs correctement, comme c'est pas obligatoire, on va pouvoir au moins au niveau package s'en passer et avoir une architecture de package qui est standardisée d'un projet à l'autre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, ça veut dire qu'un développeur qui passe d'un projet à l'autre, il sait retrouver ses couches. Et mine de rien, pour un développeur, c'est important de pouvoir savoir où retrouver ses contrôleurs, où retrouver son métier. Les inconvénients? Alors oui, il y a des inconvénients. On perd de la robustesse, évidemment, vu qu'on enlève le pattern BCE. Voilà. À garder en tête, ça veut dire qu'il faut être plus vigilant sur la suite. Il y a un autre point important qui est gênant, enfin moi qui me gêne, on perd la notion fonctionnelle. Quand on fait de l'hexa, il n'y a pas de use case. C'est un peu dommage quand même. Nous qui cherchons à remettre du métier dans notre code, c'est un peu gênant. On perd la distinction entre la partie métier et application. Avant, on avait cette isolation, vraiment le code métier et le code de ce que fait l'application. Business layer, application layer. Là, on remet tout au centre de l'hexagone. Pareil, on perd un peu de ça. On remet du lien fort avec le framework. Est-ce que c'est grave ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Conclusion, hexa, elle est moins contraignante, plus simple à aborder, elle est plus rapide à développer, le métier est isolé, par contre, elle est moins robuste, elle est orientée technique et elle est bien plus dépendante du framework. Et elle est moins modulaire by design. Nico? Ouais, une autre problématique, c'est d'essayer de conserver la pérennité des choix. Alors on va aller très très vite sur cette idée-là, d'autant plus qu'on a déjà un petit peu parlé, c'est de faire attention à la notion de débordement de couches, et en hexagonal, il faut le faire de la même façon. Pour essayer de vous guider, on va vous donner en tout cas un schéma que vous connaissez probablement, qui est issu d'Extreme Programming. C'est ce schéma de la boucle de feedback. Si on applique ça
côté de ce d'un point de vue temps, l'idée c'est que plus vous êtes bas, plus la boucle de feedback elle est rapide. Donc on parle d'immédiateté, de secondes, de minutes, d'heures. Et si vous ramenez ça sur vos outils, ben finalement vous avez vos IDE, vos pipelines, vos tests unitaires et vos pipelines qui peuvent représenter ces unités-là. Quand vous êtes sur des problématiques de compilation, vous êtes entre votre IDE et vos tests unitaires. Quand vous êtes sur des tests de type ArchUnit, vous êtes entre vos tests unitaires et vos pipelines. Voilà. Après, faites vos choix si vous acceptez d'avoir des boucles de feedback plus lentes pour protéger vos couches, que vous soyez en exa ou pas. Et du coup, ce schéma-là, on l'a déjà vu plein de fois, donc on va le passer. Hop là. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup? On a deux patterns qui ont l'air, enfin plus que des patterns, on a deux façons de faire qui ont l'air assez intéressants. Comment est-ce qu'on peut travailler un peu dans le meilleur des deux mondes? On va essayer de vous montrer rapidement comment on peut, à partir d'une architecture hexagonale, essayer de venir l'enrichir en étant très clair du fait qu'on ne va pas appliquer l'intégralité de la CleanArchi, mais simplement venir se donner quelques fonctionnalités supplémentaires. On garde le même cas d'usage, on le rappelle, hein, mais c'est bien le même. Donc on va reprendre notre exemple qui nous suit depuis le début. Le besoin, vous rappeler, on copie les données d'un produit dans un autre via une ligne de commande ou un appel REST. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une base, on ne va pas partir complètement à blanc. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur une hexa, parce que l'architecture elle est plus flexible et il va être plus simple d'ajouter des choses que de virer des trucs de l'architecture, que de la clean. Déjà, on va rajouter un découpage dans le cœur. On va rajouter la découpe business et application. Ça, c'est vraiment pour réisoler le code pur métier et isoler les règles d'entreprise. Ça va être plus facile à tester et ça va nous donner plus de liberté pour la suite. En CleanArchi, ça ressemblait à ça. Ça restait très complexe entre toute la couche application et la couche business. L'approche role-based, elle est clairement overkill ici. On ne va pas remettre des couches d'interface, etc. Les accès traversants, c'est pareil. En hexa, ce n'est pas un problème. Donc on va pouvoir traverser les couches sans problème. Au final, on va retrouver quelque chose plutôt comme ça. On a allégé le pattern, mais on garde la séparation entre la partie use case et la partie métier. Si on enlève cette découpe-là, c'est les contrôleurs qui vont aller faire les attaques dans la partie business. C'est pas une bonne pratique, c'est pas une bonne idée. Donc on va rajouter une couche. Autre point intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser des notions et des outils du framework dans la couche applicative, chose qu'on n'avait pas le droit à faire avant. Là, on va pouvoir utiliser des add services, par exemple, des add components. D'ailleurs, si on reprend cette découpe, elle amène un autre point intéressant. Nico? On voit qu'on a la notion de use case qui réapparaît finalement, alors qu'on vous disait que c'était peut-être un peu complexe. Ça va permettre de vraiment séparer vos contrôleurs et votre partie purement métier. Et surtout, si vous avez une approche domaine, vous pouvez vous retrouver à avoir plusieurs sous-domaines. Et donc là, on va pouvoir, moyennant l'application, enfin la recherche des sous-domaines via des DD, on va pouvoir venir interagir là-dessus. Donc si on reprend notre schéma de base, ici on a donc notre use case. Si on veut ajouter un catalogue ici, on va se retrouver à commencer à faire des mélanges de concepts. Alors là, on part du principe que le catalogue est dans un autre sous-domaine. Hein. C'est vraiment un choix qu'on a fait. Mais du coup, on va pouvoir l'isoler dans un second sous-domaine. Si on fait ça, on a deux possibilités. Soit on a une liaison forte qui va s'installer entre notre business product et notre business catalogue au travers de notre product data copier qui est ici. Soit on va pouvoir venir rajouter un petit peu de couche d'abstraction qui va ici se matérialiser au travers de l'interface ici, le catalogue, je n'arrive pas à le lire d'ici, celui-là. Voilà. Donc là, on est d'accord, hein, on remet un petit peu d'interface sur ce qu'on avait fait. Si on utilise cette nouvelle couche, du coup, on se retrouve avec nos use cases qui va vraiment porter cette notion d'orchestration entre les différents éléments et les différents éléments du domaine métier. Par contre, ici, nos ports adapteurs, ils ne sont plus au bon endroit. Donc il va falloir qu'on remette la frontière au niveau de la couche application. Donc ici, comme vous avez vu, on a refait la découpe. Donc là, on va virer les interfaces du domaine. Et on va les remonter au niveau des use cases.
Et ce qui va nous ramener de la valeur ici, c'est que du coup, c'est beaucoup plus clair sur la communication entre la couche application et les deux couches business. On voit ici que c'est le use case qui fait vraiment le boulot de faire travailler les sous-domaines ensemble. Il reprend de la valeur, use case ici. Et globalement, le pattern, il ressemble à ça, à la fin. On a pu rebrancher les contrôleurs sans aucun souci au use case. On a juste redécoupé le cœur, remis la notion de use case, remis les ports adapteurs au bon endroit. Donc on a quelque chose qui est plus élégant et qui est toujours aussi flexible. Pour le reste, on ne va pas rajouter de couches, mais on va quand même quelques petites considérations liées aux couches interface adapteur et framework et infrastructure. Donc là, on va se réautoriser l'usage des annotations dans les couches API et SPI. Par contre, faites attention à l'utilisation de vos frameworks dans le code. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez pour faire de l'injection, c'est une utilisation simple. Si vous commencez à utiliser des fonctions profondes de validation et autres, peut-être vous êtes en train de dériver. Donc, une fois encore, ce type d'application, des coups de canif, très bien, mais documentez-les et faites attention à où est-ce que collectivement vous posez la limite. L'idée, c'est bien de casser les liaisons fortes, mais pour autant, ça reste à vous de juger de savoir où est-ce que se trouvent ces liaisons fortes. Alors nous, on a nos avis avec nos frameworks et autres, mais voilà, faites les vôtres avec vos frameworks et avec vos langages. Attention toutefois au passage des objets core vers les API et SPI. Ça peut sembler quelque chose de pratique, mais si vous avez des objets qui ne sont non animiques, vous pouvez vous retrouver à effectuer des opérations métiers à l'extérieur de votre hexagone. Et ça, juste prenez garde à ça. La conclusion. Ouais. On a perdu des petits bouts en chemin, mais lesquels? Le premier, le flow de contrôle et le pattern présenteur. Je ne reviens pas dessus. On a perdu la contrainte de robustesse du BCE qui nous imposait... on a des objets qui traversent les couches, mais finalement, ce n'est pas très grave. Le screaming, en partie, puisqu'on a dit qu'on s'en passait par endroit pour simplifier. Est-ce que c'est un mélange de patterns? Pas vraiment, c'est un nouveau pattern. Voilà. L'archigonale. On part d'une hexagonale pour les avantages techniques, mais on reprend une partie des paradigmes de la clean archi qui, dans nos cas d'usage, ont du sens. On évite les dogmes pour proposer une architecture adaptée et évolutive. On pourrait nous traiter d'hérétiques, mais non, nous, on fait le choix de choisir les patterns en fonction de nos besoins, plutôt que prendre un bundle de patterns qui s'appelle une architecture. De manière pragmatique, autant en maintenance qu'en build, adaptez votre architecture en fonction des équipes et des besoins. Pour nous, c'est ça le boulot d'un architecte, c'est pas juste de suivre la méthode by the book. Est-ce que ça marche, tout ça? Plutôt oui, on le met en place assez régulièrement. C'est plutôt adapté aux équipes qui sont mixtes en niveau, donc avec des gens, des leads qui sont très bons et puis des plus juniors. Mais c'est à vous d'essayer de vous adapter pour trouver l'architecture qui correspond à vos besoins et à votre contexte. Et pour conclure une deuxième fois, parce qu'une seule conclusion ne suffit pas vu ce que c'était, en synthèse, la clé d'architecture, pour rappel, c'est 4 patterns donc, qui sont les uns sur les autres, plus le flow de contrôle. L'architecture hexagonale, c'est une façon plus simple mais plus technique d'isoler le métier. On garde cette isolation du métier. Par contre, contrairement à la clean archi, l'architecture hexagonale n'impose pas de comment organiser son métier. La notion du case n'existe pas. Et donc, on peut reproduire un plat de spaghettis dans le cœur de notre architecture hexagonale. Messieurs, des idées pour choisir entre les deux? Alors, à défaut de schéma UML que vous avez déjà beaucoup vu, on vous propose quelques critères pour essayer de guider vos choix. Le premier, c'est architecture hexagonale. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter une isolation technique et ça va vous laisser une forme de liberté à l'intérieur de l'hexagone. Mais cette forme de liberté, ça peut impliquer de grandes responsabilités. C'est valable sur des métiers qui sont... Enfin, c'est valable. Il n'y a pas de risque sur des métiers qui sont relativement peu denses. Par contre, si vous commencez à avoir des métiers denses, attention. Toute la notion de pattern défensif qu'on vous a montré, c'est un vrai compromis et vous allez peut-être vous heurter en faisant ça à quelques concepts théoriques. Par exemple, c'est assez adapté au modèle d'objets anémiques. Si vous voulez faire de la vraie PO, enfin de la PO plus avancée, on va dire, vous allez peut-être vous taper un mur. Par contre, ça va limiter les fuites techniques, y compris
auprès des équipes qui ne vont peut-être pas maîtriser complètement les architectures. Et par contre, ici, on a un vrai raccourci sur la boucle de rétroaction. Côté use case, est-ce que c'est un bon pattern? Ben finalement, là, quand vous faites ce choix-là, vous allez redonner un peu de complexité, en tout cas au moins au démarrage, pour savoir où est-ce que vous mettez quel code. Par contre, ça peut vous permettre de conserver plus longtemps la maintenabilité de vos applications et de bien redonner du fonctionnel au niveau de vos use cases. Ça peut aussi être complémentaire à une approche DDD au-delà du simple CRUD, donc avec l'introduction dont on a parlé avec le type CQRS. Et ça va être très intéressant quand vous allez avoir l'apparition de sous-domaines. Le pattern présenteur, alors vous l'avez peut-être compris, ce n'est pas notre grand copain celui-là. Vous devez avoir un besoin de représentation multiple. Si vous n'avez pas ce cas-là, vraiment oubliez-le. Ça va vous apporter plus de problématiques avec l'utilisation de vos frameworks qu'autre chose. Et c'est adapté quand vous avez une approche asynchrone. Clean architecture, du coup. Alors, c'est une forme de Graal. Par contre, elle a un coût de départ et de maintenance que vous devez être prêt à absorber. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, remettez vraiment en cause ce choix-là. Oubliez surtout pas l'application du DDD stratégique en amont de ces choses-là, parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas vos domaines et vos sous-domaines, et de toute façon, votre clean architecture, elle ne sera pas représentative. C'est dans le cadre d'une forme de pérennité des applicatifs, on l'a déjà dit. Et par contre, dites-vous bien, posez-vous bien la question de si vous avez besoin de l'intégralité des patterns. Le dernier message qu'on veut faire passer, c'est en aucun cas un pattern ou une archi devrait être une obligation. C'est un outil. C'est un outil de conception et de réalisation. Il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont très utiles tout le temps, Solid, les design patterns. Il y en a d'autres qui sont très utiles, mais moins souvent. Les patterns de gestion de la concurrence en multi-région internationale, c'est pratique, mais ce n'est pas toujours très utile. Et il y en a qui sont nazes. Le singleton. C'est une blague, évidemment. Et ces outils, il faut les connaître. En gros, c'est important de savoir. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris du temps à apprendre et à venir essayer d'expliquer, de vulgariser tout ça. Donc, faisons notre veille, soyons curieux, soyons non obtus, restons humbles sur tout ça. Mais surtout, il faut tester. Il faut les tester, ces trucs-là, pour se rendre compte de ce que ça donne dans la réalité. Parfois, sur le papier, c'est génial, mais de la confrontation au réel, c'est indispensable. Tout ça, tout simplement pour être capable de les utiliser quand c'est nécessaire et de savoir les implications que ça a derrière, surtout. La connaissance théorique, ça nous permet aussi de ne pas réinventer la roue. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de connaître tout ça. Mais les utiliser seulement quand c'est nécessaire, je pense que vous avez compris. Merci beaucoup. On sait que c'est un peu compliqué. Même si c'est écrit du coup à gauche, vos feedbacks sont les bienvenus. Et à droite, si vous voulez, vous avez donc ces slides qui sont disponibles parce qu'en fait, excusez-moi, il y a toute la liste des ressources qu'on a juste après. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est sur ces slides. Je crois qu'il reste qu'une minute pour les questions. Là-bas. On sera disponible pour en discuter après si vous souhaitez de toute façon. On va en prendre une. Merci pour la conférence. Une question que je me posais, en fait, on est parti à un moment où on a mentionné l'architecture hexagonale, donc port et adapteur 2005. On est passé à la clean architecture, donc 2012. Par contre, entre les deux, il y a eu l'architecture en oignon, 2008 à peu près. Et je voulais savoir, en fait, si en prenant la clean et en enlevant plein de morceaux, est-ce qu'on ne retombe pas sur l'architecture en oignon, qui a quelques couches en plus, mais qui a quand même une ségrégation un peu plus importante que l'architecture, le port adapteur. Alors, en partie, moi, ce qui m'embête, alors je mets des gros guillemets à m'embête, sur la partie architecture en oignon, c'est qu'on n'a pas cette ségrégation entre la partie user-side et la partie server-side. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important et qui est très intéressant sur la partie hexagonale. Maintenant, sur la partie onion, une fois encore, si dans vos cas, cette ségrégation n'est pas importante, oui, vous allez vous retrouver là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Ça va être une onion avec 2-3 concepts de clean archi, comme on a fait l'exercice sur l'hexagone à la fin. D'accord, ça va être une onion case, quoi. Ouais, c'est ça. Merci. Désolé, on n'a pas le temps pour d'autres questions. Essayez de nous croiser si vous en avez.
On a soif.